On se retrouve pour le Entre Coach numéro 10. On a encore changé de setup. J'ai déménagé 6 fois en 3 mois. Donc du coup, voilà, on a un setup plus ou moins fixe. Qui... Non, je vais pas avancer parce que ça va peut-être changer. On va partir du principe qu'on a un setup et fixe, ça c'est autre chose. Comme d'habitude, on va commencer le podcast de la même des manières. Qui veut commencer avec un sujet? Moi j'ai un sujet. Vas-y, t'es un mec organisé, donc je te laisse commencer. Oula. Du coup, non, en vrai, c'est un sujet assez tranquille. On a vu là dernièrement, surtout avec Sheffield, que le niveau a pris une grande claque euh, au niveau international. Et du coup, moi, ma question, c'était comment vous vous situez par rapport à ça? Et est-ce que vous avez un petit peu revu vos objectifs de carrière? Parce que ça va être intéressant, parce qu'on a des niveaux différents et des objectifs à peu près différents. T'es un enfoiré, hein? Et du coup, comment vous vous situez par rapport à cette explosion des totaux qu'il y a eu chez Sheffield, qu'il y a eu au championnat du monde l'année dernière? Et est-ce que vous pensez que là, on a atteint le moment où il y a beaucoup de monde dans le power et ça va augmenter, mais de pourcentage très faible, ou ça risque d'augmenter encore très très fort d'ici les prochaines années? En vrai, je pense que ça va continuer à augmenter, mais ça va dépendre des KT aussi. Mm. Parce qu'en fait, il peut y avoir un peu des aliens comme là, Kiel qui arrive dans une KT où le record était relativement bas et qui le met super haut d'un seul coup. Ça arrivera pas souvent, je pense, mais tous les records vont continuer de monter. Et typiquement, moi, ma KT n'a pas été beaucoup affectée sur les 2 dernières années. Enfin, ça fait 1 an et demi que le record est quasiment le même. Et donc, c'est le genre de KT qui va être plus enclin à prendre beaucoup plus que typiquement les 66 qui a peut-être pas bougé pendant un petit moment maintenant. Mais je pense que de manière générale, le niveau va quand même monter. Mm. Après, pour le coup, moi personnellement, du coup, dans ma carrière, ça change rien parce que enfin, c'est une trend qui est là depuis déjà 4-5 ans. Donc en vrai, enfin, c'est un truc auquel je m'attendais. Mm, mm. Donc je me suis pas dit, enfin, j'ai pas vu les choses différemment parce que juste, oui, il faut forcément s'adapter à ce qui est demandé maintenant. Parce que typiquement, là, je vois les nominations pour les championnats d'Europe. Ça fait 3 ans que si tu fais 900, en gros, t'es top 3 sûr. Cette année, ça sera probablement pas le cas. Ouais. Donc, je pense que c'est valable pour les records du monde, comme tu l'as dit, mais c'est valable aussi pour tous les classements, tu vois. Parce que du Mhm. coup, le très haut du panier va plus haut, mais le milieu de panier, donc on va dire genre de top 1 à 10 dans les catégories internationales, donc c'est déjà du Mhm. très haut niveau, mais c'est le milieu de panier, entre guillemets, de l'international, ça augmente aussi. Ce qui fait que le niveau général augmente, le niveau le plus augmente, le niveau le plus bas augmente, enfin tout augmente, c'est même le principe des minima, tu vois, pour les gens qui cherchent Ouais, carrément. les minima, les minima augmentent. Donc je dis pas que les minima c'est le niveau le plus bas, hein. C'est juste que c'est le niveau le plus bas pour arriver à un championnat de France. Mais en soi, être à une finale nationale, c'est déjà un très bon niveau dans la plupart des sports, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais ouais. Donc moi, ça m'a pas fait revoir mes objectifs à la hausse spécialement, même si je pense que dans une certaine mesure, ça te conditionne quand même à te dire, bon, il va falloir faire plus quand il arrive dans les années qui arrivent, quoi. Ok. Bah, pour le coup, tu vois, en 59, le record était déjà très très haut. Oui. Ouais. Donc ça n'a pas changé puisque c'est toujours 669,5. Mais pour le coup, 59, je pense qu'il va y avoir une explosion d'ici pas longtemps parce que genre, j'ai l'impression que chaque jour, il y a un nouveau gars qui pop dans la Ouais, KT. c'est vrai. Je regarde Insta, je vois des gars qui tapent 6,70 en criant en faisant du squat. Je me dis, c'est n'importe quoi. Ouais, le gars de Bali, ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais. Le gars, j'ai l'impression qu'il s'entraîne dans son garage tout seul, il crie dans sa cage en Mm. faisant du squat. Enfin, du coup, je pense que le niveau va exploser. Moi, je trouve ça intéressant déjà en tant qu'athlète, puisque plus le niveau global est élevé, plus c'est challengeant. Mm, mm. Parce que faire des comptes où tu arrives et avec tes opponents, tu as gagné, ça intéresse personne. Non, franchement, c'est cool. Et du coup, il va falloir bosser encore plus. Mais après, intrinsèquement, ce que ça change pour moi, de mon point de vue de carrière et de mes objectifs, ça reste toujours le même, battre le record du monde d'ici 3-4 ans. Et il faudra juste se bouger, quoi. C'est vrai que. Attends, juste avant. Est-ce que tu penses que le record du monde sera plus haut du coup d'ici 3-4 ans? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a des gars qui vont le battre et ça m'étonnerait pas que même faille aller chercher 700 d'ici les prochaines années. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que chez les 59, je pense que c'est un peu. 59-66, c'est un peu. Comment dire? Tu disais, on voit des athlètes arriver sur Instagram un peu tous les jours. C'est vrai que vu que c'est des petites KT, si tu commences à 16-17 ans, tu as plus de chances d'être en 59-66 plutôt qu'être en 105, quoi. À part si tu fais déjà 1m80 et que tu as fait du rugby avant. Donc c'est vrai Tu deviens que. plus vite compétitif en 59 qu'en 105, Ouais, c'est ouais, ça la en plus. différence. Comme t'as Parce pas besoin que de faire beaucoup de muscles, tu es directement. Tu commences le power, tu fais 600 en 59, c'est énorme, alors que si tu fais 600 en 105, c'est pas énorme du tout, Oui. quoi. Après, forcément, Donc, c'est un rapport avec le poids de corps, mais en fait, je pense que tu vois beaucoup plus de mecs qui
qui ont des techniques très adaptées. Enfin, genre, je prends l'exemple de Ilya Marichev. Tu Mhm. vois, c'est genre l'antithèse de tout est optimisé techniquement. Tu vois, genre tous ces lifts, ils sont. Genre, ils squattent super large, pareil, un sumo super large. Et du coup, je pense qu'en 59, tu vois plus de gens qui sont très spécialistes techniques Ouais. et qui sont très forts, du coup, grâce à ça, plutôt qu'en 105, parce qu'en fait, bah, au bout d'un moment, en 105, ce qui va faire que tu vas performer, c'est évidemment la masse musculaire dans toutes les KT, Ouais. mais encore plus en 105, parce qu'il va falloir que tu puisses faire 105 kg sec, et ça, tout le monde n'en est pas capable. Alors que dans les pits KT, tu as des mecs qui sont pas forcément extrêmement musclés, mais qui sont très optimisés techniquement, tu vois. Je prends l'exemple, par exemple, toi, Antoine, tu vois, je pense qu'en 59, tu es un des mecs les plus musclés de la KT. Et pourtant, il y a des gens qui ont des perfs similaires à toi et qui en ont beaucoup moins, tu vois. Et je pense que c'est la nuance un petit peu qu'il y a. C'est bah, soit tu vas dans le côté musculaire du truc, soit dans le Ouais. côté optimisation technique. Et ça, c'est valable dans les petites KT. Mais plus tu montes, et plus l'optimisation technique en elle-même ne suffira plus pour être très bon, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, bah pour le coup, on avait beaucoup en 59 de mecs qui étaient vraiment spécialistes dans un mouvement. Mhm. Et là, plus ça va, plus ça va être des spécialistes sur les trois, quoi. Il faudra être fort partout. Puis surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que dans ta KT, il y a probablement Sergei qui va revenir. Et donc, du coup, c'est l'athlète russe qui n'a pas concouru depuis longtemps, de par les problèmes que la Russie a eu avec l'IPF, et en plus de ça, parce qu'il s'était fait prendre pour dopage et tout. D'ailleurs, c'est lui qui a le record depuis genre 2014, je crois, ou un truc comme ça. Je le crois que record c'est du monde. 2016. Ouais, qu'il a 2016, fait. un truc comme ça. Mais c'est possible qu'il revienne en compétition. Déjà, c'est un truc de ouf que le gars se soit fait toper 2 fois pour dopage et il puisse revenir en compétition. Mais ça peut aussi booster tous les 59 comme toi et comme Waskar, par exemple, qui charbonne depuis longtemps pour faire le record du monde. Sachant qu'il y a le gars qui a le record du monde qui va peut-être revenir, qui va peut-être mettre la barre encore plus haute. Dans ta KT, en tout cas, c'est un bon moyen de drive tous les athlètes, je pense, et que tout le monde puisse avoir un niveau encore plus élevé. Bah, Et donc, il y a quel ça, en âge, vrai, là, c'est cool. Il a Federico 40 plus. Ouais, il a Parce plus que de 40 il a ans. fait une comp en Asie Ouais, et il avait battu un record du monde master. Donc là, il vient de passer c'est un master. truc de ouf. Mais de ce qu'il a fait sur ses dernières compes, c'était bien moins Ah ouais élevé qu'avant, quoi. Ok, j'avoue. Je crois j'ai qu'il pas a suivi. tapé 6,30 qui reste Ok. top de monde, tu vois, Ouais, actuellement, mais c'est loin Parce que de le ce qu'il record, a c'est fait. quoi? C'est 6,70, non? 69. 669,5. Ouais, voilà. Donc ouais, 6,70 pour le battre, quoi. C'est ouf. Et Waskar, il a fait quoi à Sheffield 6,38. 6,38 alors que c'est le meilleur avec un peu d'avance pour l'instant. Ouais. En Là, vrai de vrai, il- au monde, il m'a mis 27,5. Ouais, voilà. Bon, c'est pas. C'est beaucoup. Ça va. Beaucoup trop. Combien de kilos nous on prend par le top 1 monde, nous? Allez, ah ouais, c'est vrai. Les échecs, c'est cool. Les fléchettes aussi, c'est cool. Les échecs, genre louper des Les barres deux ou les échecs. échecs Les jeux. Les et, jeux. et rater. Et après, j'aime bien faire du vélo aussi. Non, en vrai, moi, pour ma part, ce qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin de juste beaucoup plus de temps. Ma vision, elle était beaucoup trop court terme par rapport à ma carrière. Et j'ai que 25 ans, donc en vrai, j'ai le temps. Et en fait, au vu du niveau qui explose, que ce soit dans toutes les KT, 66, 74, 83, et moi, j'ai tout fait. Donc, par rapport à toutes les KT dans lesquelles je peux me situer, il n'y en a pas une où j'aurais pas besoin de temps pour devenir le meilleur. Du coup, en fait, ma vision des choses, elle n'a pas changé. C'est je vais continuer de bosser le plus dur possible, mais je vais juste devoir accepter que ça va me prendre plus de temps que ce que je ne le pensais et que je serai pas champion du monde à 26 ans, mais je le serai peut-être à 32. Et c'est ok, c'est comme ça. Donc, ouais, moi, c'est ça qui me change juste, c'est que je vais devoir prendre mon mal en patience et bosser un petit paquet d'années, je pense. Bah, après, de toute façon, c'est d'autant plus vrai que le niveau augmente, comme tu dis, on verra de moins en moins de champions jeunes, je pense. Parce que Mhm. jusqu'à maintenant, encore des juniors et tout qui étaient champions du monde, ça a existé. Maintenant, à part le cas Agata, Ouais. ça n'existe plus trop. Je crois la moyenne d'âge à Sheffield, c'était 28 ans chez les mecs. Donc du coup, ça montre que Mais il la faut des années de maturité pratique, est quoi. tardive, quoi. Ouais, il faut des années de pratique. Mais est-ce que tu penses, moi, tu vois, ce que tu me dis, ça, je comprends un peu l'idée, mais je me dis, est-ce que le fait de te laisser trop de temps ou te dire que tu as le temps, ça te conditionne pas aussi à prendre trop le temps, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que malgré tout, il y a des échéances à moyen terme et court terme qui me font me donner à 100%, tu vois. Par exemple, avant, si je me disais, il faut que l'année prochaine, je sois là, là, en fait, ma vision globale, elle est un peu dézoomée et je me dis, dans 5 ans, il faut que je sois là. Et par contre, là, à la fin de l'année, il y a les championnats de France Open et que je les fasse en 74 ou en 83. Le but, c'est que je veux faire la meilleure place possible. Je me dis pas, oh, je vais être champion de France dans 3 ans, tu vois. Je me dis, il faut que j'ai la meilleure place possible dès maintenant. Parce que si je veux être au championnat du monde, voire même être champion du monde,
bah, il va falloir quand même bosser dur tout le temps, tu vois. Donc, Mhm. je me dis pas que j'ai plus de temps, je me dis qu'il faut que je prenne plus de temps, tu vois. Ok. C'est un peu. Parce que moi, je sais que justement, les saisons où j'ai le moins concouru, c'est les saisons où j'ai le moins progressé. Parce que je pense que t'as pas ce truc qui te pousse un peu, tu sais, qui te force à progresser. Je sais pas comment expliquer, Ouais, bien mais sûr. Et ouais. surtout, je te coupe, mais pour moi, prendre du temps, ça veut pas dire ne pas faire de comp. Tu vois, typiquement, Mhm. là, on est en 2025, on est fin février, j'ai déjà fait 2 comps. Et enfin, si je suis un petit peu le planning, je devrais faire genre 5 comps en 2025, ce qui est Mhm. quand même beaucoup. Ouais, mais il y a faire une comp et faire une comp aussi, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a faire une comp pour la faire et il y a faire une comp en te disant justement je veux faire le meilleur Oui, truc. oui, bah en fait, quasiment toutes les compes, ce sera le cas, sauf là pour le mythe, je le savais Oui. pas, entre guillemets, tu vois. Mais par exemple, pour la finale du showdown, bah j'ai pas envie d'être ridicule Mhm. dans le top 5. Après, il y aura une comp qualificative pour les France, dans laquelle il y aura probablement un truc à jouer, genre un prime time, un cash prize et tout. Donc pareil, ça va se la donner parce que j'ai pas envie de me placer mal pour les France. Et après, il y a les championnats de France, donc évidemment que la prépa sera la plus intense, je pense. Donc, ouais, non, pour ma part, je pense que ça joue pas trop. Et toi? Oui, c'est vrai, j'ai pas dit. Je pense que j'avais une vision court terme aussi, mais beaucoup moins court terme que toi. Parce que dès que j'ai commencé le power, je m'étais dit, je me fixe tant d'années pour avoir un niveau national, international. Et en fait, dès le début, j'ai eu un bon niveau, entre guillemets, sur mes premières années. J'étais junior. Et en fait, là, dès que je suis passé open, euh, j'ai pris une petite claque. Et en fait, maintenant, ma vision, c'est un peu pareil que toi, c'est ça prendra du temps. Mais en plus, là, moi, c'est des pépins physiques qui m'empêchent d'aller à la vitesse à laquelle je voudrais aller. Mais je suis convaincu que même si j'étais à 100% physiquement, je ne serais pas champion du monde demain. Donc, moi, je suis en mode de. Je pratique. Dès que je peux faire un truc à 100%, je le fais à 100%. Là, actuellement, je peux m'entraîner, je sais pas, à 40%. Bah, je vais à 100% de ces 40%. Et dès que je pourrai aller à fond, j'irai à fond. Mais je sais que ça prendra du temps aussi. Et voilà. Je suis plus en mode bon bah cette année il faut que je sois champion de France, il faut que je sois champion de machin. J'essaie de prendre un peu plus de recul par rapport à ça, de prendre du plaisir dans les années qui avancent, essayer de faire plus de comptes, même si actuellement je peux pas aussi. Et puis voilà. Et quand ça arrivera, ça arrivera. Si ça arrive pas, c'est que c'était pas le bon sport ou que j'ai pas assez travaillé quoi. Je comprends en vrai ce que vous dites, mais moi j'y arrive, enfin, j'y arrive différemment. C'est-à-dire qu'en gros, je me mets toujours la pression de l'objectif, genre fort fort fort, genre je me dis toujours j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, parce que je trouve que c'est ce qui me drive. Par contre, en fait, ce qui fait que je ressens pas le besoin de me mettre autant la pression, c'est comme tu le dis, si je me dis que je fais tout ce que je peux pour, tu vois ce que je veux dire. Donc là, typiquement, le fait que je m'entraîne plus et tout dernièrement, pour moi, c'est presque une fin en soi, parce que je me dis bon, en fait, je mets toutes les armes dans mon panier entre guillemets pour gagner, et donc c'est ce qui compte. Et si je le fais pendant X temps, bah, à mon autre, je serai à mon meilleur niveau. Et si mon meilleur niveau, c'est être le meilleur, tant mieux, tu vois. Ouais, je capte. Mais du coup, c'est là où c'est complexe, c'est que, en fait, c'est compliqué de savoir. Je trouve, j'ai l'impression que c'est compliqué de savoir quand est-ce que tu fais tout ce que tu peux et quand est-ce que tu fais pas forcément. Et du coup, si vraiment ça t'emmène à ce que tu veux faire. Enfin, je trouve que tu vois, c'est drôle la manière dont vous le dites. Et d'une certaine manière, moi, dernièrement, j'ai beaucoup changé ma vision sur l'entraînement aussi. Genre, comme je disais, vu que je m'entraîne plus, j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux pour progresser. Donc, du coup, je me mets moins cette pression psychologique. Alors qu'avant, je vais pas dire que je m'entraînais pas assez ou que je m'entraînais ou que j'ai pas l'impression que je faisais tout ce que je pouvais, mais le fait de me buter encore plus à l'entraînement, Ouais. notamment avec le volume et tout ce que je fais, ça m'assure, enfin en fait ça me rassure sur le fait que quoi qu'il arrive ça va arriver et donc du coup je me mets moins l'impression, moi. Ouais, et au pire, tu pourras pas te dire putain, j'aurais pu m'entraîner plus. Mhm. T'es quasiment au maximum de tes capacités et donc t'es en mode bon, bah, il y a juste quelque chose Ouais, qui fait que. mais le problème c'est que du coup j'étais matrixé par le fait que tout le monde disait que enfin c'est un peu ce truc et c'est un peu le sujet, c'est que les gens ont tendance, enfin le sujet que moi je voulais donner donc on va y dessus après, mais les gens ont tendance à trop facilement trouver qu'ils en font trop. Ou tu vois, je veux dire, genre Ouais, dans le ah oui, power, oui, oui. s'entraîner comme je le fais, c'est quelque chose de pas normal. Alors que dans tous les autres sports du monde, s'entraîner 1, 2 fois par jour, machin, etc., c'est commun pour les athlètes de haut niveau, tu vois. C'est même quelque chose de pas normal en France. Parce que quand tu regardes quelqu'un comme Agatha, Mhm. alors je sais pas si c'est tout le C'est monde pas très pareil en répandu, je pense, Pologne, à ce qu'elle fait, hein. je sais pas. Mais peut-être que dans les pays de l'Est ou quoi, ils s'entraînent beaucoup plus Oui, bah, je pense qu'il y a eu pas mal de dérives de la méthode bulgare et tout, trucs comme aussi. ça. Donc c'est un peu resté, je pense. Mais tu regardes aux US, qui est une des meilleures nations, ils s'entraînent pas comme ça, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et du coup, le truc que je me dis, c'est bah, est-ce que ce qui fait que tu gagnes encore à l'heure actuelle, c'est vraiment ton talent et ou le travail, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que je me dis, genre, enfin, pourquoi on s'entraînerait pas plus? Ouais, ouais. Parce que si tu veux, t'as toujours des raisons. Genre, j'ai vu un truc, Timon Wascar, qui disait un truc en mode, à un moment, il avait un truc en mode le world record c'est 6,75, mais à l'heure actuelle, je suis pas prêt à me donner assez
pour pouvoir le faire. Il avait dit un truc comme ça, tu sais, dans son Ok, story, ouais. en mode je suis pas prêt à vouloir autant me Ouais, me la donner donner, ouais. pour réussir à le faire. Et du coup, je suis en mode, ok, ça pour moi c'est raison valable. C'est-à-dire que si tu veux allouer tant de temps, de ressources à ce sport et que du coup, pour être le meilleur, c'est trop, ben, dans ce cas, tu décides juste de pas le faire. Mais si ton but c'est de progresser le plus possible, pourquoi sans pas s'entraîner plus, tu vois? Genre, et je me dis, genre, c'est vrai pour 95% des athlètes, et pourtant il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, qui s'entraînent beaucoup moins que moi. Ouais. Et donc, du coup, je me dis à ce moment-là, ce qui fait la différence, c'est le talent, le travail, une combinaison des deux, tu sais, à quel pourcentage l'un fait la différence par rapport à l'autre. Et bah, je trouve ça intéressant. Donc, du coup, c'était un peu mon sujet, justement, parce que je pense qu'on a fait le tour du Ouais, premier. carrément, ouais. C'est est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus? Et si oui, dans quelle mesure? Voilà, tu vois. Parce que toi, du coup, on vient tous. Enfin, toi, Antoine, t'as pas trop fait de sport avant la force? Non, non. Enfin, à très très bas niveau, niveau départemental, j'ai fait un peu de tennis, un peu de foot. J'ai testé plusieurs trucs, mais du coup, j'ai pas vraiment d'expérience. Mhm. Mais je sais que Lichard Mm. et toi, vous avez tous les deux fait quand même du sport à bon niveau. Et je pense que c'est le genre de truc qui se reflète aussi, tu vois, peu importe le sport que vous faisiez, à mon avis, les gars qui étaient les meilleurs dans votre sport, ils s'entraînaient 8 heures Deux par fois jour, par quoi. jour, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, Deux, tu trois fois par jour. Bah, quand on prend genre l'exemple de la natation, où les gars ils nagent le matin, ils nagent le soir. Et... vois. Mhm. Bah, c'est Léon Marchand qui nageait après ses courses, enfin Ouais, après ses Les courses des cours. JO. Ouais. C'était de la récup un peu, mais c'était un peu comme s'il faisait ses back-off en fait. ouais, ouais, Genre, ouais. Et moi, je fais la même chose quand je fais mes compétitions. Après, je ouais, me rentraîne, tu vois. Et genre, en fait, déjà, c'est une manière pour moi d'expier un peu le truc sur si ça s'est mal passé. Mais aussi, juste, en fait, je me dis, genre, en gros, si t'as l'énergie de marcher ou de faire quoi que ce soit d'autre, t'as l'énergie de t'entraîner. Donc, pourquoi est-ce que tu t'entraînerais pas, tu vois? Et pourquoi est-ce que t'allouerais pas cette énergie-là au fait de t'entraîner plutôt qu'autre chose? Et du coup, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Et je sais pas ce que vous en pensez. bah, moi je trouve que c'est hyper contradictoire la force parce que c'est un sport où tu as l'impression que les gens ont peur de pratiquer. J'avais vu ça sur Insta il y a pas longtemps, quelqu'un qui disait souvent les gens ils font 2 deadlifts par semaine où on dit je vais mettre le premier le lundi, le deuxième le jeudi, comme ça je les écarte vachement les deux, comme ça tu auras bien récupéré et souvent en rajouter un troisième, les gens vont être en mode ah ouais mais j'aurais pas assez récupéré de lui, je vais peut-être avoir mal au dos machin et c'est vrai que c'est hyper contradictoire parce que on a peur de pratiquer, enfin pas on, mais Ouais, la ouais, majorité ouais. des gens a peur de faire plus, peut-être parce qu'il y a un rapport à c'est des kilos soulevés, etc. Mais entre ça ou faire du ski, tu peux te faire les Mais, ligaments croisés à chaque descente, quoi. Donc, mais en fait, moi, je pense que l'argument principal des gens qui veulent. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, mais qui s'entraînent moins. Pas forcément qu'ils veulent s'entraîner moins, parce que je pense qu'il y a des gens qui le font en étant persuadés que c'est le mieux pour eux. Donc, en réalité, ils veulent pas s'entraîner moins, ils veulent juste s'entraîner le mieux, Mhm. et ils pensent que c'est le mieux pour eux. C'est que la composante de force que tu entraînes met plus de temps à récupérer. Tu sais, on a tous vu cette courbe-là, la courbe SRA, Ouais. ou stimulus, recovery, adaptation. Et en fonction de ce que tu entraînes, ça met plus de temps à récupérer. Et souvent, les gens ils prennent l'exemple du basket. Bah, si tu fais tu shoot, ça te demande pas beaucoup de ressources physiques. Donc, du coup, tu peux shooter toute la journée et le pratiquer et tu récupéreras quasiment instantanément. Donc, du coup, tout ce qui est aspect technique, tu peux l'entraîner beaucoup plus souvent que ce que tu vas entraîner d'un point de vue Ouais. musculaire et d'un point de vue force. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'encore une fois, il y a enfin, la force, certes, le nom de sport c'est la force, mais tu n'entraînes pas que la qualité de la force. Il y a la Tu entraînes aussi technique la aussi. technique, Ouais, bah ouais. liberté, enfin, il y a bien d'autres choses que tu entraînes aussi là-dedans, que tu peux entraîner du coup différemment pour pouvoir te permettre de récupérer. Parce qu'évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut max out tous les jours. Enfin, je pense même que ce serait faisable pour certaines personnes, mais je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, je pense on peut faire beaucoup plus, et malgré l'argument de justement il faut récupérer, en fait, en soi, moi qui m'entraîne tous les jours, je récupère pendant 24 heures, enfin pendant 21 heures tous les jours, tu vois. Mhm. Donc je m'entraîne peut-être, je sais pas, si je m'entraîne 4 heures dans une journée, je m'entraîne 20% de ma journée. Au final, c'est rien par rapport au temps dans lequel enfin, le nombre d'heures que je passe à vivre à côté. Et je pense aussi que tu parlais des autres sports. Moi, quand je dis dans le BMX, les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour. En fait, ils font des choses différentes aussi. Ils font pas que de la piste, tu vois. Donc, je pense aussi dans le power, peut-être que les gens en feraient plus s'il y avait des manières différentes de faire plus. Mhm. Et je pense que c'est pour ça aussi, bon là ça va divaguer, mais qu'il y en a qui se mettent à faire moins de power pour faire de la course à pied ou autre, tu vois. Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut faire autre chose pour sortir un peu du cadre full power. Mhm. Et malheureusement, il y a que du squat, du bench et du deadlift à faire dans Ouais, ce alors que sport-là, oui et quoi. non. Enfin, En alors plus. déjà, je pense qu'on peut faire plus de squat, bench et deadlift si si on le veut vraiment. Même si, effectivement, il peut y avoir des limitations parce que, enfin, genre, typiquement, faire du vélo, ça va pas te créer de douleur en général, Mm. ou très peu. Alors que squatter trop, ça peut. Mais en fait, Oui, encore une fois, c'est juste une question d'adaptation. C'est que si tu passes de 1 heure à 10 heures de vélo par semaine, il y a de grandes chances que oui, bah oui, tu tu te sens pas claques. bien. Ouais. Tout comme pour le squat. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être que ce qui va arriver aussi à terme, c'est que si les gens veulent s'entraîner plus, il y aura peut-être plus de renfo à côté, Mm. ou ce genre de pratique un peu plus annexe, parce que du coup, ça te permet enfin, de faire beaucoup plus sans générer autant Mhm. de fatigue.
Typiquement, moi, là, tout de suite, je me vois pas forcément faire un deuxième SBD par jour. Enfin, je pourrais le faire, mais ce serait très, très, très complexe. Alors que rajouter une séance de renfo tous les jours, enfin, ça serait largement faisable. Et donc, du coup, c'était une manière aussi d'amener une capacité de travail au lieu de faire directement 2 séances par jour, bah, faire une séance SBD, puis une séance renfo. Et puis après, dans ta séance renfo, tu rajoutes un squat. Et puis petit à petit, en fait, tu crées l'adaptation comme ça. Ok. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a quand même une grosse part d'habitude, où comme ça a tout le temps quasiment été fait comme ça, les gens ils font comme ça. Et aussi, vu que historiquement ça a toujours été un sport pas professionnel, c'était compliqué de s'entraîner tous les jours avec un taf à côté et tout. Plus ça va se professionnaliser, plus ce sera possible les choses. Parce que si tu prends par exemple l'exemple d'Agatha, elle, C'est elle est grâce à pro, Sheffield, tu hein. vois. Ouais, Oui, grâce à c'est Sheffield, plus ou moins grâce à Sheffield qu'elle a décidé de faire ça. mais comme elle est professionnelle, du coup, elle peut vraiment allouer toutes ses ressources Ouais, ouais. à l'entraînement et faire plus. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça encore à l'heure actuelle. Ou, enfin, je prends mon exemple à moi. En réalité, mon métier principal, enfin, ouais, même si pour moi c'est de m'entraîner, c'est pas mon gagne-pain réel dans la vie. Donc du coup, je peux pas faire que ça. Et le nombre de personnes qui peuvent vraiment faire que ça, en force à l'heure actuelle, ça se compte sur le doigt d'une main, quoi. Donc je pense après plus ça va se professionnaliser, plus on aura de data sur ce qui est possible de faire aussi. Parce que là, je pense que c'est vraiment une phase à explorer à l'avenir et essayer de faire plus. Comme toi, tu as fait, tu vois, tu as fait les tests directement sur toi-même. Mhm. Donc du coup, avec ça, plus on aura de data, plus on pourra savoir qu'est-ce qui est possible de faire. Et aussi rajouter la renfo le soir en faisant SBD le matin, parce que les autres sports, c'est ce qu'ils font. Mhm. Ils font leur sport par exemple le matin et renfo Ouais, du après. quotidien, enfin, c'est un peu le truc le Ouais, classique. Et je sais on avait déjà parlé, peut-être une fois sur un podcast même, il me semble, c'est sur- possible, ouais. de ce truc de bi-quotidien. Et en réalité, ça fait vraiment partie de tous les sports. Justement, comme tu dis, ça va être la pratique un peu technique le matin, par exemple, et le soir, du renfort musculaire en rapport avec le sport. Et nous, ça pourrait être plus ou moins l'inverse, du coup. Parce que l'essence même de notre sport, c'est de faire, entre guillemets, enfin, c'est une forme de Oui, ça se renforcement. renforce. Et du coup, soit tu fais une pratique technique le soir, en plus léger ou un truc comme ça, ou alors ton SBD un peu plus lourd dans la matinée, au début de journée, et le soir, du renfort un peu plus léger, justement. Mhm. Je pense qu'il y a aussi un aspect par rapport à l'ancienneté du sport. C'est un sport qui est quand même relativement jeune et surtout la manière dont les gens avaient de s'entraîner avant, c'était vraiment beaucoup de récupération. Après un gros lift, il faut que tu Répète arrêtes toutes les pendant 2 2-3 semaines. jours parce que le nerveux et tout. Et ça, mine de rien, il y a 15 ans, c'était encore beaucoup le cas, tu vois. Alors que si on prend les sports qui sont un peu plus évolués, quels qu'ils soient, il y a 15 ans, les méthodes qui sont utilisées maintenant étaient déjà plus ou moins présentes. Alors que les méthodes qu'utilisent les meilleurs athlètes au monde maintenant, il y a 15 ans, ça pouvait paraître fou. Alors oui, typiquement, il y avait les méthodes bulgares et tout, mais il y a 10 ans, tu étais un mec, tu disais je m'entraîne avec la méthode bulgare, on te regardait avec des yeux, on disait mais t'es complètement malade de faire ça parce que c'est beaucoup trop. Moi, Et c'est quand j'ai commencé à le faire, ouais, on m'a voilà, dit. c'est ça. À l'époque, il y avait même le truc de, entre guillemets, pour réussir à le faire, c'était Ivan Abadjayev. En gros, les gens étaient en mode, soit t'es chargé, Mhm. soit t'es le top 0,00001% de la génétique. De ouf. Mais en réalité, en fait, c'est ce que je dis, genre, tu peux faire. Enfin, la fréquence, c'est qu'un paramètre dans ton entraînement. Genre, tu peux t'entraîner une fois par semaine, t'entraîner plus que si tu t'entraînes 6 fois par semaine. Si tu Mhm. t'entraînes une fois 10 heures. Bah oui, puis la fréquence, ça veut pas. Enfin, avoir beaucoup de fréquence, ça veut pas dire avoir beaucoup de stress et de fatigue. Mhm. Typiquement, je peux faire du squat barre à vide probablement toute la journée si je veux, et en Ouais, termes de fatigue, ça sera pas ouf. Enfin, oui, ça sera quasiment rien, alors que la fréquence, ça sera je fais 4 entraînements par jour, mais si je fais que du squat barre à vide, bah ça va pas me fatiguer. mhm. Donc, encore une fois, on l'avait déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, c'est à quel point tu vas répartir le stress sur cette ultra fréquence, entre guillemets. Mais oui, je pense que dans les années futures, ça va changer et les gens vont se rendre compte que en force athlétique, on peut beaucoup plus s'entraîner que ce qu'on ne le pense. Mhm. Faut juste le vouloir et ça, c'est assez compliqué. Mais comme tout sport de haut niveau, tu vois, je pense à un mec qui fait du MMA. Aller s'entraîner tous les jours et faire 3 sparring par semaine où tu sais que tu vas te faire casser la gueule, il y a des moments où tu n'as peut-être pas envie d'y aller, tu vois. Quand tu sais qu'à 10h du matin, tu dois aller dans la salle pour te faire rouler dessus par un gros Tchétchène de 110 kilos, je pense qu'il y a des fois, tu n'as pas trop envie, tu vois. Ouais, après, Mais ils y vont, tu c'est vois, partie c'est comme intégrante ça du pour sport, eux. c'est comme C'est ça, ouais, ça. voilà. Et c'est des athlètes de très très haut niveau. Et je pense que Donc, justement, il y a un dans moment où notre tu sport, c'est banalises le pareil, tu truc. vois. Ce que je disais, moi, typiquement, maintenant, je fais répéter tous les jours, donc du coup, je trouve plus ça fou parce qu'en fait, c'est juste Mhm. la normalité. Alors qu'au début, quand je commençais, j'étais en mode, waouh, encore. Alors qu'en fait, maintenant, je suis en mode juste, je j'y vais, je le fais, je rentre et puis voilà, tu vois. Et Mhm. au final, tu t'adaptes à plus ou moins tout ce que tu veux et tu peux faire. Donc, du coup, on est tous, enfin, tous plus ou moins d'accord sur le truc. Ouais. Euh, si, alors, pour vous, genre, visualiser l'entraînement dans 10 ans, c'est quoi la limite? Genre, en mode, parce que je pense que pour le coup, justement, Agatha va un peu populariser le truc parce que les gens se rendent compte que c'est faisable et que il y a la meilleure athlète au monde qui à l'heure actuelle fait ça. Donc, les gens vont se dire, ah, peut-être que si je veux devenir aussi bon ou au moins y aspirer, il faut que je le fasse. Donc, je pense que déjà ça va débloquer pas mal de façons de penser. Euh,
Même s'il y a déjà des gens qui le faisaient individuellement. Typiquement, moi, j'ai commencé à le faire très tôt. Mais forcément, ce qui fait que c'est quelque chose enfin, quelque chose se démocratise ou non, c'est qu'en fait, il y a une personne qui le fait très bien et du coup, les gens suivent, tu vois. Euh, mais euh, ouais, donc pour vous, genre, c'est quoi à peu près la limite humaine sur laquelle on va réussir à arriver par rapport à ça? Bah, 2 SBD par jour, hein. Tu penses? Non, mais en fait, en plus, là, en y réfléchissant, je trouve que c'est hyper intéressant. Si tu te dis, je peux programmer 2 SBD par jour à quelqu'un, sur 6 jours, admettons, ou même sur 7, il y a des possibilités de fou à mettre en place. Parce que des fois, tu te casses la tête pour quelqu'un qui a 4 jours d'entraînement, et en fait, tu peux faire plein de trucs. Mais là, si tu as du coup 12 entraînements à mettre en place, je pense que la créativité, elle peut être monstre. Donc déjà, ça peut être trop intéressant. Mais oui, si on le transfère à ce qu'on disait, à un sport classique où un athlète de haut niveau fait du bi-quotidien, bah, en soi, ouais, 2 SBD ou alors SBD renfo. Je pense que. Et en plus, on parlait des autres sports, mais moi, quand je voyais des athlètes de haut niveau en BMX qui faisaient, je sais pas, des sprints le matin avec du renfo et le soir c'était entraînement, bah moi ça me faisait rêver. Ouais, bah oui. Donc là, en soi, je pense que si j'étais à 100% de mes capacités, bien incrémenté, 2 SBD par jour, si j'ai que ça à faire, en soi, c'est cool, tu Ouais, vois. ouais. Et je pense que la seule limite, c'est le professionnalisme dans le sport et combien d'athlètes pourront faire ça avec le travail, Bah, plus etc. il va y avoir de grosses compétitions, plus il va y avoir d'argent et plus il va y avoir de gens qui vont pouvoir le faire, hein. Globalement, Oui. c'est un peu comme ça que ça va se passer, quoi. Oui, parce que je pense, pour le coup, la seule limite de pouvoir le faire, c'est être professionnel. Parce que si tu t'adaptes suffisamment au niveau du temps, je pense que chacun peut s'adapter à ça, quoi. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'en termes de coaching, ça ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc ça, ce sera cool de pouvoir prog Mais en fait, 6 SBD par semaine, quoi. moi, je vois le truc en mode l'expérience que tu amasses par rapport à genre ce que je disais. Moi, ce qui a fait la différence quand j'ai commencé à le faire, c'est que du coup, bah, je sais pas, la prog classique d'un athlète de nos jours, c'était peut-être un SBD par semaine, je pense. En moyenne, ça doit être un SBD par semaine, je pense. Et puis après, un squat bench, un bench deadlift et un squat bench, ouais, c'est pour le truc classique qu'on voit un peu, voilà. Et en fait, du coup, en 2 jours et demi, t'as accumulé autant d'expérience qu'un mec, enfin autant de pratique qu'un mec sur une semaine. Et c'est là où tu te dis en fait que c'est là où tu peux gagner du temps aussi. Par rapport à ce qu'on disait, bah, que les champions se font tard, entre guillemets. Si tu commences tôt et que tu commences à faire ça et que tu fais ça pendant 10 ans, au bout de 10 ans de pratique, t'auras fait autant qu'un mec au bout de 25 ans normal, entre guillemets, quoi. Ouais, puis surtout que si on prend nos tranches d'âge à tous, Antoine, t'es le plus vieux, mais on a tous entre 25 et 30 ans. Je dis pas de bêtises, t'as quoi, 29. 29, ouais, voilà, bon, c'est bon. Ah, seul. On est encore dans notre ère physique où on est au max, tu vois. Et à partir de 30 ans, je peux comprendre que quand tu as 33 ans, ça peut être un petit peu plus compliqué au fur et à mesure du temps de récupérer de 2 séances par jour, tu vois. Mais quand tu as 25 ans, si tu as la chance au niveau logistique de pouvoir t'entraîner 2 fois par jour et que tu as envie, en vrai, je pense que ça peut être cool. Mais psychologiquement, en vrai de vrai, ça doit être dur. Et je pense que ça demande de l'adaptation quand tu commences à le faire. Mais ça demande aussi quand même beaucoup, beaucoup d'implication. Tu vois, typiquement, moi là, actuellement, j'aurais le temps de m'entraîner 2 fois par jour. Franchement, je sais pas si mentalement je tiendrais. Je vais pas faire le guerrier et tout. Parce que je sais que chaque séance est. Après, c'est différent parce que vu que j'ai que, entre guillemets, 5 séances par semaine, toutes mes séances sont méga importantes. Je sais que j'en ai 10 dans la semaine, je peux en prendre 4, on va dire, vraiment chill, tu vois. Mais je sais pas si mentalement j'arriverais à être aussi impliqué sur toutes les séances et du coup à pas faire n'importe quoi, tu vois. Mais après, Parce je que pense faire une c'est- séance pour faire une séance et faire que de la merde, Ouais, peut-être ouais. c'est pas forcément Je pense que c'est utile. justement là où il faut voir les choses différemment, c'est qu'il y a des séances qui auront peut-être des buts différents, Ouais, ouais. non, des buts différents. Mm. Et aussi, bah, moi, c'est ce que j'ai appris là en faisant plus. En fait, tu apprends à banaliser les choses. Je sais pas comment expliquer, Ouais, de mais ouf. justement, je pense que bah, toi, tu le vis un peu comme je le vivais avant, les entraînements, c'est que tu te mets dedans, ça demande toute une préparation mentale et tout, ça Mhm. consomme vraiment beaucoup d'énergie. Et moi, à l'heure actuelle, bah, beaucoup moins, tu vois. J'arrive je me dire, ok, je m'entraîne dans 20 minutes, bah, je commence seulement maintenant à me mettre dedans, tu Ouais, vois. ouais. Alors qu'avant, c'est limite à la veille, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je voulais faire, tu Mhm. vois. Donc en fait, je pense que juste t'apprends à gérer Ouais, différemment c'est les choses. possible. Mais je pense que ça demande quand même une certaine qualité Ouais, ouais. qu'il n'y ait pas tout le monde. Bah après, je pense que ce sera aussi s'adapter parce que toi, tu disais que quand tu as commencé, tu disais encore un, encore un. Maintenant, ça devient la norme. Donc, une fois que tu seras adapté à 2 entraînements par jour, tu ne diras pas ah bah je dois en faire 2 aujourd'hui, ce sera juste normal, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Puis, tu disais par rapport à l'âge, je sais pas si vraiment à partir de 33 ans, tu pourras plus le faire, quoi. Je pense qu'il y aura une grosse partie aussi hygiène de vie
qui va dépendre du professionnalisme. Puis de l'âge à quel t'as commencé. Hein. L'âge auquel tu Ouais, as bien commencé, sûr. ce que tu as fait, parce que quand tu vois des mecs genre comme Ronaldo ou LeBron James qui ont 40 ans et qui se tapent encore des Mhm. 2 Ouais, entraînements par carrément. jour, je pense que c'est faisable, tu vois. C'est vrai. Moi, je disais ça par rapport aux témoignages que j'ai pu entendre de lifters qui commencent à avoir plus de 30 ans et qui disent d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de récup un petit peu plus, tu vois. Ça veut pas dire Après, est-ce que que c'est c'est le cas pas- de tout le monde et tout. Effectivement, c'est des mecs qui livrent depuis vraiment longtemps, mais de manière globale, je pense que ça tend, enfin la courbe elle tend vers le bas, Ouais. tu vois. Après, est-ce que c'est Mais pas aussi bon, dû au fait que bah, justement ils livrent depuis longtemps, donc tu sais, peut-être que tes priorités elles shift. Genre 30 ans, c'est ouais, l'âge c'est possible. où tu crées une famille, machin, etc. Donc peut-être que tu sais, tu es un peu moins impliqué par rapport à ça. Mhm. Et puis bah, peut-être aussi justement si tu commences tôt, en fait 30 ans ça veut un peu tout et rien dire, mais si t'as commencé à 15 ans et que t'as déjà 15 ans de sport, bah forcément à 15 ans tu t'es quand même Ouais, de ouf. fatigué quoi. Ouais. Bah, on verra à 30 ans. Enfin, toi, On verra, On verra dans- on verra on au mois de verra demain. septembre. l'année prochaine. Allez. Deux. Bah, la limite, elle est où? C'est très compliqué, c'est très compliqué ça. Je pense que il y a un monde où 3 entraînements par jour ce serait faisable si c'est bien organisé. Mais du coup, il faudrait voir en fait, encore une fois comment c'est fait. Enfin, dans l'idée, tu pourrais très bien faire aussi genre squat le matin, bench à midi, Oui. deadlift le soir, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Putain, ouais. Oui, oui, oui. et du coup, tu pourrais faire beaucoup de volume à chaque fois. Parce que si tu fais une séance d'1 heure où tu fais que du squat, en Mm. soi, tu peux faire 5, 6, 7 séries, tu vois, j'en sais rien à peu près. Mais... 12. Et du coup, dans l'idée, voilà. Enfin, moi, si tu regardes ce que je faisais quand j'étais plus jeune, je faisais 20 séries de squat et 20 séries de bench par jour. Ça me prenait 8 heures par jour. En fait, en soi, c'est ça qui est le plus important, c'est le temps que ça te prend. Parce qu'en fait, tu peux t'entraîner une fois 8 heures, tu peux t'entraîner 2 fois. Enfin, comme on l'a dit, la fréquence, ça représente pas tout. Mais en gros, au max de ce que j'ai réussi à caler dans ma semaine, c'était 150 séries de squat, 150 séries de bench. Et par contre, beaucoup moins au terre. Parce que j'arrivais pas à récupérer justement du mouvement. Mais en soi, ça, tu vois, c'est 20 séries de squat, tu peux le répartir en 4 séances. Et ce serait déjà 4 Ouais. grosses séances par jour, tu vois. Ok. Donc je pense qu'il n'y a pas, enfin on peut pas encore vraiment percevoir quelle est la limite et surtout ça va dépendre de, en fait qu'est-ce qui est réellement utile. Est-ce qu'il y a un moment où ça ne l'est plus trop de faire plus et surtout en fait plus moi en l'occurrence quand je faisais ça je faisais des séries très légères, c'était des séries de 12, de 8 donc au final ça réduisait beaucoup ma charge globale ce qui faisait que bah, je pouvais en faire plus parce que bah, c'était moins traumatisant on va dire de manière générale et j'avais des mouvements aussi qui étaient optimisés pour pouvoir en faire plus. Donc je faisais du high bar, ce genre de choses parce que justement je voulais pas être limité physiquement. Donc en fait, il va falloir trouver le juste milieu entre optimiser la technique assez pour pouvoir être fort dessus, mais en même temps pas trop pour que tu puisses en faire beaucoup sans que ça soit problématique physiquement. Enfin, tu vois, et je pense que ça va jouer. Est-ce qu'on passe au sujet numéro 3? Eh ben oui. Vas-y. Bah, du coup, moi, c'était aussi par rapport à Sheffield. Comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de changements de KT pour gagner, je me posais la question, c'est est-ce que quand on arrive vraiment à un cap, changer de KT pour continuer à progresser, c'est vraiment le seul chose qu'il y a à faire ou pour vous, il y a d'autres trucs à faire qui peuvent permettre de vraiment reprogresser à nouveau Lichard, je te donne le mic. Alors, ayant exploré pas mal de catégories de poids, dernièrement, aux dernières nouvelles, je suis en moins de 93 maintenant. Donc, bah non, ça marche pas les frères parce que j'ai fait 4 catégories de poids et je suis toujours aussi claqué. Donc, non, je pense qu'en vrai, je pense que changer de catégorie de poids, ça peut être une bonne solution. Il y a forcément un moyen de progresser sans changer de catégorie de poids, peu importe où tu en es dans ta carrière. C'est évident. Après, qu'est-ce que ça va te demander? Est-ce que c'est le bon choix? Et il faut réussir à trouver quoi, tu vois, parce que ça peut être dû à ta manière de t'entraîner qui évolue avec ton expérience, etc., etc. Ça peut être aussi l'implication que tu mets dans tes séances, ton hygiène de vie de manière générale, ton physique aussi, tu vois. T'en as qui disent il faut que je change de KT, donc que je descende ou que je monte de KT parce que j'aime manger ou au contraire parce que je suis trop gras et tout. Alors que au final, le problème il est pas là. Le problème c'est peut-être que t'es pas assez optimisé dans ta KT ou juste t'as des problèmes avec la nourriture de manière générale. Donc les changements de KT, par exemple dire je monte d'une KT parce que j'aime trop manger, c'est peut-être que tu as une relation pas ultra saine avec la nourriture et peut-être que avant de changer de KT, il faut essayer d'avoir une relation un peu plus saine avec la nourriture, par exemple. Donc ouais, pour moi, il y a plein de choses à mettre en place avant de vouloir changer de KT. Mais je pense par contre qu'il ne faut pas se cantonner à forcer sur une KT pour être le plus compétitif possible ou quoi. Faut pas vouloir faire n'importe quoi en voulant descendre d'une KT pour être compétitif parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et donc ouais, je pense qu'en fait c'est un peu plus compliqué qu'on ne le croit, je pense, le truc des KT, tu vois, par rapport à ça. Je pense que dans les deux cas,
il y a toujours une solution quoi qu'il arrive, tu vois, et changer de KT parce que ça va pas dans ta KT, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. En vrai, pour moi, je pense que tout le truc de changer de KT, c'est une manière justement de. Ce que vous avez dit avant, c'est de se donner du temps. En gros, quand tu changes de KT, tu t'attends pas à performer tout de suite, tu vois. Tu sais que c'est un gros changement, ça va impliquer beaucoup de choses qu'il va falloir refaire ou faire différemment. Du coup, ça te force, entre guillemets, tu te conditionnes sur le fait que ça va prendre un petit peu de temps pour fonctionner. Donc je pense qu'en fait, c'est juste une manière pour les gens de se dire, ok, si à court terme ou moyen terme, je suis plus compétitif, c'est normal, c'est parce que j'ai fait ce choix de changer de KT, et donc du coup, je le serai à long terme. En fait, pour moi, c'est juste ça, c'est juste accepter de te donner du temps. Mais du coup, t'as pas besoin de changer de catégorie pour faire ça, c'est juste que de changer de catégorie, ça te force un peu, enfin, ça te conditionne à le faire, tu vois ce que je veux dire? de ouf. En fait, je pense qu'il y a cette peur de si je reste dans ma KT, même en prenant du temps, bah, ceux qui sont dans la même KT que moi et qui progressent plus vont me mettre une drill. Et donc, il faut absolument que je change de KT pour que mon total augmente et pour que, au lieu que je passe de champion du monde à quatrième au championnat du monde, bah, j'essaie une autre KT pour exploiter mon potentiel pour être champion du monde dans une autre catégorie. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'encore une fois, du coup, tu te bases sur ce qui est fait. Hmm. Toi, typiquement, quand tu as voulu descendre en 66, Richard, tu voyais le niveau 74 qui était extrêmement Mm. haut. Enfin, c'est pas que ça, mais ça a été une des raisons pour lesquelles tu as voulu descendre. Tu t'es dit, ça sera plus facile être compétitif en 66 qu'en 74. Et en fait, ça, c'est. Bah, du coup, maintenant, c'est plus vrai, dans ce cas précisément. Et je pense que de manière générale, ce sera plus vrai Nulle avec le part. temps. Tu vois ce que- Ouais. Enfin, de moins en moins vrai avec le temps, tu vois. Donc, en fait, vaut mieux te focus sur toi plutôt que ce que les gens font dans ta KT pour décider de si oui ou non tu dois changer de KT, quoi. Et puis je pense que le discours n'est pas le même à haut niveau, donc on parlait de Sheffield avec Antoine, et à niveau régional. Je trouve qu'il y a une tendance qui est assez cool, entre guillemets, qui est à niveau régional, les athlètes ont moins peur de changer de KT. Avant, c'était Oui. vraiment mal vu de ah putain, ça fait 1 an que je fais du power, je commence à avoir des perfs qui sont ok, mais il faudrait que je monte de KT parce que je sais pas, parce que je mange vraiment pas assez ou quoi, ou je me restreins bêtement. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'athlètes, en tout cas moi que je suis, qui me disent putain, j'augmenterai bien de KT parce qu'en fait, je veux pas être champion du monde, je veux juste être mieux dans. Mais c'est ça en fait de base, c'est que juste il faut voir enfin, comment tu pratiques et à quoi tu aspires. Enfin, et même si tu aspires, en fait, c'est une chose de vouloir et c'est une chose de pouvoir et surtout dans quelle temporalité. Et du coup, c'est là où il faut être logique, c'est faire des cuts ou prendre une KT peut-être un peu moins, mais dans une certaine mesure aussi, c'est contraignant sur beaucoup d'aspects. Et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. En fait, il y a le fait de vouloir descendre d'une KT, il y a le fait de réussir à mettre tout en place, ce qu'il faut pour changer de KT. Je prends l'exemple de Lichard, il a mis tout ce qu'il pouvait en place pour descendre de KT, il a réussi, mais voilà l'état dans lequel il a fini, ouais. quoi. Et ça, en fait, déjà, tu as réussi à y arriver, donc c'est entre guillemets, c'est déjà une victoire en soi, mais pour 95% des gens lambda, ils n'auraient pas été prêts à faire ce que tu as fait pour y arriver, tu vois ce que je veux dire? Bah, En fait, c'est pour ça qu'il faut pas juste te dire oui, moi je veux parce que, en fait, c'est est-ce que je peux, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je me rends compte de ce que ça va me coûter et est-ce que je veux payer ce prix-là, tu vois ce que je veux dire? de toute façon, ouais, dans une pratique loisir, ça va être compliqué pour le gars de manger 1500 calories pendant 2 mois. Il n'aura pas envie de le faire, tu vois. Parce Non, que c'est sûr. lui, comme tu dis, ça lui apporte rien. Il n'a pas l'objectif d'être champion du monde. Mais moi, je me disais, par exemple, si ça fait, je sais pas, 10 ans que tu t'entraînes dans une KT, bah, tu vas peut-être maximiser la prise de muscle dans la KT. Donc, c'est peut-être là, après, que ça va changer les choses, tu vois, à terme. Parce que du coup, là, tu peux plus prendre de muscle. Donc, ce levier-là, hypertrophie, bah, tu l'as maximisé. C'est d'autres choses qu'il faut aller chercher. Donc, ça complique un peu les choses, quoi. Quand il a fait ce choix de descendre en 66, bon, après c'est spécifique parce que je pense que c'est vraiment l'un des rares athlètes qui avait déjà un très bon niveau et qui avait vraiment de quoi perdre du poids. Genre, il n'était pas extrêmement sec. Et là, pour le coup, c'est un peu l'exemple de l'anomalie physique. Tu sais. Physiquement, il est très adapté pour le power. Genre, il a enfin, ses rapports entre les membres et sa taille et tout fait que genre, il a vraiment un corps construit pour faire sur les 3 mouvements, tu vois. Et du coup, jusque-là, il avait pu se permettre, entre guillemets, d'être légèrement gras et être très bon parce qu'en fait, il était parmi ces gens, justement, qui sont excellents à ce qu'ils font. Et là, en fait, c'était juste pousser son optimisation, ce qu'il a fait. Et en réalité, c'était juste, pour moi, 66, c'est sa quête. Enfin, c'est sa quête. 66, 74, c'est entre guillemets ces deux KT qui sont vraiment faisables pour lui, tu vois. Genre, quand tu regardes le BF qu'il a quand il était à Sheffield, c'est l'équivalent, voire plus que ce que Pana a à l'année, tu vois. Donc en fait, c'est juste qu'il aurait pu le faire avant, mais il a décidé de pas le faire parce que soit il voulait pas, ou soit il n'avait pas besoin de le faire pour être c'est bon, ça. quoi. Et typiquement, si on prend l'exemple de Pana, c'est aussi un bon exemple parce que
notamment avec le fait que Kiel soit descendu de KT, il y a beaucoup de discussions, surtout qu'en ce moment il est en train de dire que potentiellement après les World Games il va monter et tout. Panas, moi je pense que s'il monte en 74, c'est pour lui et sa carrière, tu vois, c'est pas parce qu'il y a trop de niveaux en 66. Et tu vois, moi par exemple, l'erreur que j'ai fait, on n'a pas du tout le même niveau avec Mana, mais comme tu l'as dit, moi j'ai décidé de descendre en 66, pas par rapport à moi, par rapport à ce que je voulais être, tu vois. Et donc descendre en 66 par rapport à moi, c'était pas logique. Mais il y a des personnes, notamment Pana, enfin en tout cas c'est mon avis, monter en 74, c'est logique pour lui parce que ça fait des années qu'il s'entraîne dans cette KT. C'est difficile d'être plus optimisé dans une KT que lui parce que à l'année il mange pas beaucoup parce qu'il est méga sec et tout. Et donc en fait, dans son intérêt à lui de devenir meilleur et de continuer à progresser, monter en 74 a du sens. Mais c'est pas parce que entre guillemets maintenant il y a un gros niveau en 66, ça il s'en contrefou. Je pense que même ça le saoule un peu de quitter à ce moment-là la KT parce qu'il aimerait rester, mais juste au bout d'un moment, pour lui, il le voit qu'il faut qu'il monte, tu vois. Et il y a plusieurs athlètes qui sont comme ça. Et dans ce cas-là, effectivement, rester coincé dans une KT trop longtemps, ça peut être relou. Mais des gens comme Pana, il n'y en a vraiment pas beaucoup en France, tu vois, qui sont comme ça, enfin même partout dans le monde, qui peuvent se dire ça fait 10 ans que j'ai poncé ma catégorie dans tous les sens, je suis à 9% de BF toute l'année, ouais, je vais monter. Et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Ouais, surtout que là, en l'occurrence, on prend l'exemple de Pana, mais ce qu'il fait, c'est vouloir reprendre du poids pour, sur le moment, être plus performant, mais il n'a pas prévu tout de suite de ne pas être dans sa caté, tu vois. Il veut justement prendre un peu de temps Ouais, carrément. pour préparer la grosse et échéance. puis il y a les World Games. Games, c'est pour les World Games aussi qui veut C'est être ça. tranquille et tout. Donc, ouais. Mais ouais, voilà. C'est bon? On a fait le tour? Du coup, mon sujet à moi, j'en avais deux. C'est pour ça que je voulais parler en dernier, parce que je me dis si on va parler d'un des deux, ça va faire le tri. J'ai toujours pas choisi du coup. Enfin, du coup, si j'ai choisi, mais ma question, c'était, enfin, le truc que je voulais qu'on me parle, c'est j'ai vu un post passer il y a quelques temps qui a été reposté par pas mal de personnes sur Insta, comme quoi dépasser un certain pourcentage d'intensité en force athlétique, c'est néfaste pour les performances, etc. Genre aller à l'échec et être à plus de 90%, ça te fera pas progresser. Alors que sur l'hypertrophie, oui, il faut être à l'échec, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de la proximité à l'échec lors d'un entraînement de force? Bon, pas bon, dans quel cas? Parce qu'il y a vraiment deux écoles par rapport à ça, j'ai l'impression. Bah, moi, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait avant. C'est juste que te rapprocher de l'échec, ça va te coûter beaucoup plus de stress, donc de capacité de récupération que ne pas y être. Donc ça dépend dans quelle partie de ton entraînement t'es, ce que tu veux faire avec ou pas. Si ton but c'est pour t'entraîner plus, bah, si tu t'entraînes proche de l'échec, forcément ça va te coûter beaucoup plus de stress et donc du coup tu pourras faire moins de volume au final. Mais je pense que c'est pas aussi simple, ça va dépendre aussi des gens. Il y a des gens qui auront besoin de pratiques très lourdes, d'autres beaucoup moins. Et puis il y a un contexte aussi sur l'échec, hein, c'est que en fonction de comment tu te prépares à une séance, comment tu te hype, comment tu te conditionnes, tu peux être très proche de l'échec sur 30 kilos de moins que si tu t'étais conditionné pour une série, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que pour moi, toute la notion de l'échec, elle est très subjective. C'est très compliqué de vraiment savoir si tu y es ou non et à quel point tu y es proche par rapport à tous ces contextes-là. J'aurais tendance à dire que plus le temps passe et plus je pense que c'est pas non plus nécessaire d'y être trop proche trop souvent parce que sinon justement tu perds peut-être ta capacité à pouvoir faire plus et que je pense que de manière générale faire plus c'est intéressant pour beaucoup d'athlètes. Après ça va évidemment dépendre, mais en fait c'est justement le fait de te laisser faire plus de volume, ça c'est te laisser travailler des qualités peut-être un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude. Et donc, en l'occurrence, accumuler plus de volume, ce qu'on voit potentiellement faire plus de muscles, mais aussi plus de pratiques techniques. Et surtout, je pense que quand tu es trop proche trop souvent de l'échec, il y a un moment où techniquement ça te dessert plus qu'autre chose. C'est-à-dire que l'idée même de travailler proche de l'échec, c'est de travailler proche des conditions que tu auras à la compétition, puisque c'est ce que tu vas devoir faire, en tout cas t'y rapprocher autant que possible. Mais notamment au soulevé de terre, je pense qu'on a tous vécu ce truc où quand tu fais trop de lourd, en fait, tu te perds techniquement et tu as l'impression de plus savoir terre. Alors qu'à l'inverse, quand tu laisses les choses, la dynamique se prendre petit à petit et que tu laisses un peu euh, les choses se faire, ben, si tu fais que ça pendant deux trois blocs, tu vas te rendre compte qu'au final, à la fin de ton troisième bloc, tu seras probablement à ton meilleur niveau que tu n'as jamais été, justement parce que tu t'es laissé un petit peu le temps de laisser les choses se faire naturellement techniquement. Et ça, je pense que c'est l'accumulation du volume qui fait ça. Donc, en fait, tout s'inscrit dans un contexte. Et comme je l'ai dit, je pense qu'en réalité, le plus important, c'est de comprendre et de pouvoir objectiver à quel point tu es proche ou non de l'échec. Parce que ça, en vrai, en réalité, c'est extrêmement compliqué. Genre. C'est ce qu'on disait, genre, tu prends l'exemple de Eddie Hall, c'est qui disait, genre, pour soulever ma barre, j'ai imaginé que ma famille était en dessous, qu'ils allaient mourir. Bah là, pour le coup, ta capacité à pousser l'échec, elle va être probablement beaucoup plus vraie que si juste je te dis, essaie de soulever ce caillou et tu me dis, bah pourquoi j'ai pas envie, et il essaye, oh, j'y arrive pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense, enfin en tout cas dans ma manière programmée, que les RPE élevés, ou en tout cas la proximité à l'échec, elle est indispensable sur les formats
spécifiques, mais surtout pour la dominante mentale. Parce que si tu ne te confrontes pas à quelque chose qui te crée un minimum de stress ou qui va en tout cas te débloquer cette composante mentale ou juste un blocage dans la tête, tu passes à côté de quelque chose. Et du coup, pour contrebalancer ça, dernièrement, dans ma manière de coacher, je mets un peu plus de format, on va dire volume entre guillemets, avec des RPE peut-être un petit peu plus bas, mais j'accentue un tout petit peu plus les formats spécifiques sur des RPE élevés pour garder cette composante mentale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois parce que je sais que moi, m'y confronter à ça, ça m'a vachement fait avancer dans ma pratique et que je suis persuadé que la majorité des athlètes qui ne progressent pas autant qu'ils le voudraient, c'est à cause des barrières mentales qu'ils ont dans la tête. Et je prends un exemple, une fois on était à la salle, il y a un athlète que je coach, il devait faire un x4 je crois. Il devait faire un x4 et il y avait X kilos sur la barre. Ça devait être un PR ou quoi, mais on s'en fichait quoi. C'était pas un jour principal ou quoi. Et il fait que 3 reps. Et à la dernière, on l'encourageait, on disait allez, fais la dernière et tout. Il rack. Il dit non, je l'avais pas. Je dis comment tu peux savoir que tu l'avais pas si tu t'y es pas confronté? T'étais pas RPE 10 sur l'avant-dernière. Donc à partir du moment où tu descends pas, tu peux pas savoir si tu l'as ou pas. Et pour moi, ça c'est hyper important parce que les moments où bon, moi j'ai une approche mentale un peu spéciale, mais les moments où j'ai fait mes meilleurs perfs, quand la barre était chargée devant moi, je me disais c'est trop lourd pour que j'y arrive. Donc j'allais en dessous pour me montrer à quel point j'étais capable d'y arriver quoi. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est vrai. Enfin, c'est évident qu'au bout d'un moment, tu dois pouvoir te faire confiance. Et c'est pour ça aussi que justement, tu as toujours ce truc de. Il suffit qu'il y ait une fois un mec qui soulève cette charge et après tout le monde se dit bon, bah, en fait, si lui a réussi, pourquoi est-ce que j'y arriverai pas, tu vois? C'est l'exemple du genre, je sais plus c'est le truc, mais c'est le tour, le 400 mètres là, qui a été fait en moins d'une minute la première fois ou une connerie comme ça. Je sais plus exactement. Même comment le c'est. marathon aussi. Ouais, Il y a eu ce la barre truc-là des 3 heures. ouais, un truc comme ça, ouais. Et en fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est pour ça que ça fonctionne avec ce qu'on disait au début. Si le niveau augmente et qu'il y a des mecs dans ta catégorie qui squattent 100 kg plus que toi, tu te doutes bien quand tu mets 5 kg de moins sur le dos, il n'y a aucune raison que tu puisses pas en être capable, en tout cas si tu t'en donnes les moyens. Donc ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça va dépendre aussi du niveau. En fait, je pense que juste, il faut pas toujours ressentir le besoin de savoir à quel point tu es fort. En fait, il n'y a pas que les singles pour savoir si tu progresses ou non, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est intéressant parfois de... En fait, parfois, il vaut mieux savoir... Enfin, il vaut mieux ne pas savoir quel est ton max et du coup pouvoir te projeter sur plus plutôt que de te prendre une clim ou en tout cas être RPE 10 et dire bon bah en fait bah voilà là j'ai fait un effort max, je sais que c'est ça ce que je peux soulever le max, tu vois. Après, bon, C'est totalement ta vision avec notamment le deadlift actuellement, tu vois. Toutes les semaines à la salle, ça te dit bah tu pourrais charger 400. Oui, mais ça m'apporterait rien et tu restes un petit peu éloigné de ça en sachant que potentiellement tu pourras le faire plus tard, quoi. Parce que je sais que ça me coûterait énormément de le faire, je me mettrais dans des conditions ultra particulières et après ça va probablement me mettre un ish technique pendant X semaines et je perdrai du temps au final, quoi. Mais à l'entraînement, il n'y a pas C'est trop ça. d'intérêt, quoi. je pense que ça va globalement dépendre du niveau de l'athlète, où il en est dans sa carrière. Parce que comme tu dis, toi, si tu tentes vraiment un max au terre là, toi, ça va te mettre une grosse claque. Que peut-être un athlète qui a 2 mois de power, s'il tente un max, genre une semaine après, il aura limite récupéré. Ouais, même pas, hein, en réalité. Hein, même C'est pas. ça qui est globalement différent. Donc je pense que quand tu débutes, tu as besoin de vraiment voir à peu près, plus voir tes limites, tester. Tu peux plus facilement le faire en tout cas. Parce qu'en plus, tu sais qu'elles sont pas fixes. C'est ça aussi, comme tu le dis, tu vois. C'est que, en fait, tu progresses tellement vite quand t'es. Je pense, tu vas te présenter. Enfin, tu vas te revoir là-dedans beaucoup, Charlie, parce que c'était un peu comme ça au début. Genre, tu pouvais tenter tes max toutes les semaines, et pour autant, tu savais que la semaine d'après, tu mettrais 10 kilos de plus, parce qu'en fait, tu progresses tellement vite que. Je savais que mon max n'était pas mon max. Oui, Genre, enfin, c'était un il PR, était à ce moment-là. c'était un lift que j'avais jamais fait, mais je savais que je pouvais faire plus. Ouais. Et enfin, même si sur la séance, je savais que je pouvais pas faire plus, je savais que la semaine prochaine, Ouais, j'allais voilà, pouvoir c'est faire ça. plus. Et en fait, à l'heure actuelle, plus ton niveau avance et plus tu sais que c'est faux, ça. Genre, Ah ouais. typiquement, si il y a un monde où là, je squatte 3,50 aujourd'hui, et je peux plus le faire pendant 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y a un truc aussi qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est cette notion, comme tu l'as dit un peu, c'est de l'échec. C'est en fait l'échec en force entre guillemets, il a trop de variables. Ça peut être technique, ça peut être mental. Et en fait, c'est pour ça que dire aller à l'échec c'est mauvais pour ta progression, ça n'a pas trop de sens parce que typiquement, je peux rater une barre. Enfin, je sais pas, je peux rater une barre parce que j'ai pas mis les colliers et les poids ils partent en couille, tu vois. Ouais. Je vais rater, mais c'est pas parce que
c'est pas parce que j'ai pas eu assez de force, tu vois. Par exemple, en plus, faut voir, si tu prends un. Bon, c'est très. Ça veut pas dire grand chose, mais si tu prends un squat à la Smith Machine où tu te mets pas de standard, juste tu pousses sur la Smith, là tu vas pouvoir faire un vrai échec parce que tu vas être dans un rail, tu vas juste pousser comme un golemon, tu vas pouvoir faire des quarts de squat à la fin, et là tu vas vraiment aller à l'échec. Alors que si tu fais un squat comp, que tu as une série en tempo et que tu t'appliques sur ton amplitude et tout, bah ta proximité de l'échec, ce sera pas vraiment un vrai échec de pur effort, tu vois. Parce que peut-être que en réduisant ton amplitude, tu aurais pu faire 3 reps de plus. Peut-être qu'en arrêtant de faire le tempo, tu aurais pu faire 3 reps de plus. Et du coup, en soi, t'es pas aussi proche de l'échec que tu pourrais. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, cette notion d'échec, elle est assez particulière et il faut la prendre en compte. Et ça demande aussi de bien se connaître en tant qu'athlète ou alors de suffisamment faire confiance à ton coach pour que lui puisse t'aiguiller sur ça et tout. Par contre, c'est vrai que j'ai pas mal changé d'avis aussi par rapport à ça et je pense que le travail plus loin de l'échec en force athlétique a beaucoup plus de sens que ce que je ne le pensais avant. C'est-à-dire qu'avant, si tu me disais de faire des séries à 150 au squat, j'étais en mode j'ai pas envie de les faire, ça sert à rien. Et maintenant, par exemple, si c'est le cas, je les fais avec grand plaisir parce que je sais que chaque série, peu importe la charge qu'il y a sur mon dos, ça va me permettre de progresser sur divers aspects. Par exemple, je sais pas, on te dit de faire un x20 au squat avec une charge nulle. Bah, dans une certaine forme, tu vas devoir te challenger pour le faire, tu vois, parce que ça va quand même être 20 reps, cardio, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que je me dis que même si j'ai un format qui est assez loin de mon max et du coup assez loin de l'échec, au final, perso, ça m'intéresse aussi. J'ai aussi de l'adhérence à le faire parce que ouais, je pense que ça peut aussi te servir, tu vois, faire du volume à 60%. Peut-être que parfois c'est pas drôle, mais je me dis que mieux vaut faire 3 séries à 60% que rien faire. Je vais plus progresser en faisant 3 séries à 60% de mon max que 0. Ouais. Donc voilà. C'est tout le principe de moi ce que j'ai fait pour commencer à augmenter mon volume. Tu vois, au début, je faisais des séries à 200 kilos, ce qui représente genre 60% de mon max, même pas. Donc tu peux te dire que ça ne sert à rien, mais ça m'a permis de construire de la capacité de travail. Et du coup, derrière, je les faisais à 210, 220, 230, 240. Et puis au fur et à mesure, je les faisais beaucoup. Enfin, c'était de plus en plus utile. Mais ouais, je pense que les gens sous-estiment à quel point le travail. En fait, un truc tout bête, genre moi l'exemple que je donne toujours, c'est les mecs qui veulent s'améliorer en course à pied, tu sais, il y a cette notion de zone 1, zone 2, zone 3, machin, ils vont tous courir en zone 2. Donc genre c'est genre t'es à 130 BPM, enfin je sais pas exactement, mais t'es dans les 130 BPM, c'est-à-dire que 130 BPM, c'est pour le commun des mortels, c'est un effort genre tu me demandes de monter des marches d'escalier, je vais monter à 130 BPM, tu vois ce que je veux dire. Alors après évidemment c'est différent parce que leurs seuils à eux sont beaucoup plus poussés, c'est-à-dire que typiquement il y a des mecs qui ont les meilleurs marathoniens arrivent à maintenir 130 BPM en courant à 22 km/h pendant 42 km, tu vois. Mais dans l'idée, c'est quand ils vont s'entraîner, 80% de leur volume qu'ils vont faire, c'est sur des efforts extrêmement simples. Et en fait, ils vont juste accumuler du travail, de la capacité cardiovasculaire, justement, et au fur et à mesure, ça sera de mieux en mieux. Et du coup, je pense que ce principe-là s'applique aussi à notre sport. Tu peux très bien faire du volume très très léger. Et certes, ça n'aura pas le même impact sur la finalité, donc c'est-à-dire ton niveau de force, mais ça en aura quand même un. Et en faisant beaucoup de un peu, tu te retrouves à faire beaucoup de tout court, quoi, en fait. Par contre, si ton coach te dit on va pas dépasser 85% parce que sinon tu vas mettre 2 semaines à t'en remettre, voilà, c'est pas ouf non plus, tu vois. Je pense que ça... on a souvent tendance à tailler un peu les coachs qui programment au RPE et tout. Mais ceux qui sont là à mettre des pourcentages et en disant je dépasse pas 85 parce que sinon on n'est pas en picking et dès qu'on arrive en picking on va mettre 90% plus et tout, c'est aussi un peu de la branlette, tu vois, dans le sens où oh là là, si je dépasse ça, je vais avoir trop de fatigue. Par contre on va se la donner sur l'hypertrophie, enfin tu vois, tout a des nuances entre guillemets. Déjà un truc tout bête pour moi, par rapport à ça, c'est si tu pratiques trop sur du léger et plus du tout sur du lourd, ta technique va s'adapter à du léger, et quand tu vas sur du lourd tu vas faire n'importe quoi, et ça c'est vrai, hein. Typiquement, si tu demandes à 90% des gens qui tirent en tradi de faire des reps à 60% de leur max, il y a de grandes chances qu'ils se disent tous bon, moi je vais faire du sumo. Parce que même s'ils sont meilleurs en tradi en force max, tu seras quasiment toujours meilleur en sumo sur des séries très longues. Et donc si tu pratiques que ça, en fait tu vas dire ok, vu que j'arrive à faire un x10 à 80% de mon max en sumo, mais j'arrive pas à le faire en tradi, ça veut dire que je peux faire en sumo. Sauf que c'est pas forcément vrai sur de la force max. Et ça, c'est. Je prends l'exemple du sumo et du tradi, mais il y a des ajustements inter-techniques, c'est-à-dire que sans changer réellement ce que tu vas faire, donc tu as besoin de faire du sumo ou du tradi, mais qui vont se faire parce que tu pratiques beaucoup sur des mouvements qui sont plus assez lourds pour pouvoir optimiser ce que tu dois optimiser. Typiquement, peut-être que tu vas garder un peu plus tes genoux en avant au squat parce que du coup, tu vas réduire un peu ton amplitude, et donc du coup, là, honnêtement, je dis des trucs random, mais en fait, il y a plein de petits trucs comme ça sur lesquels on se rend pas compte qui vont se passer lorsqu'on pratique beaucoup de léger et qui vont avoir un impact sur la technique qu'on aura aussi sur le lourd, mais pas l'impact qu'on veut avoir en réalité, quoi.
Après, bah, pour le coup, moi, j'avais l'exemple de ma prépa à France, là, où au squat, pendant 3 mois, je crois qu'on n'a pas fait plus de 10. Mhm. Et le jour des francs, j'ai pu faire 2,23, tu vois. Donc, il y a des exemples et des contre-exemples. Mais je pense, mon cas, c'est parce que bah, je suis un athlète très expérimenté et j'ai une technique qui est vraiment rodée au squat. Donc, j'ai pas forcément besoin de monter sur des singles. C'est là où je le dis, pour le coup, pour les débutants, c'est vraiment important bah, de ne pas avoir la technique qui s'adapte au volume. Du coup, de se challenger de temps en temps sur des charges suffisamment lourdes. Parce Donc, que, parce faire que, comme un check-up, quoi. voilà. Est-ce que tout est encore dans le bon ordre? Parce que du coup, notre sport, c'est quand même soulever le plus lourd possible. Donc, si tu t'approches pas de ça jamais, bah, tu peux pas vraiment savoir si le chemin que tu prends est le bon. Là, j'ai l'exemple en tête d'une athlète que je coach qui avait jamais raté de squat. Du coup, à chaque fois qu'elle arrivait sur un... Parce qu'elle est débutante, tu vois, donc elle progresse bien. Et à chaque fois qu'elle arrivait vers des tout gros trucs ou qu'elle avait beaucoup de volume à faire, elle avait, elle avait une grosse appréhension de rater. Parce que elle l'a jamais fait, donc elle savait pas ce qui se passait, tu vois. Et là, une fois à la salle, j'étais avec elle, je l'ai vraiment challengée, j'ai mis une barre où, tu vois, je pensais qu'elle allait passer, mais ça allait être dur. Je savais que ça allait être dur, elle y croyait pas. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, fais-le, on te spot. Bon, elle a raté. Et juste, on a pris la barre, on a raqué. Et du coup, après, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, bah tu vois, t'as raté, on a pris la barre, il Ouais, s'est il s'est rien rien passé, passé, tu vois, quoi. t'as continué ta séance. Donc du coup, maintenant, tu sais ce qui se passe quand tu rates, t'as plus besoin de stresser à dire, et si je rate, machin, truc. Bah, de toute façon, notre sport, c'est simple, tu vois, si on rate, dans 99% des cas, il y a des spotters. Là, ils prennent la barre, ça raque et la vie continue, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop avoir peur de pratiquer et de se challenger vers des singles. Et de faire un échec. Parce que si tu rates, bah t'as juste raté un squat, quoi. Et c'est ça, je pense que en fait, les gens, on diabolise un peu l'échec. Les gens ont peur de louper. Tu vois, Ouais. genre, dans le milieu du power, en mode, si tu loupes une barre ou si tu mets trop lourd, tu programmes mal. Genre, littéralement, tu vois. Je sais que moi, j'ai déjà fait des trucs où des mecs, genre, justement, ils vont sur mes posts en mode pourquoi est-ce qu'à 3 semaines d'une compétition, tu fais un peu 10? Tu sais, en mode c'est mauvais, tu vois. Et je suis en mode bah, en fait, tu peux pas juste sur une vidéo que tu vois juger l'entraînement entièrement de quelqu'un. Et encore une fois, si tu pars du principe que quelqu'un qui est infiniment meilleur que toi fait les choses mal, mais il est quand même meilleur que toi, c'est soit tu fais les choses très mal, soit il fait les choses mieux que toi, tu vois ce que je veux dire. Mais dans une certaine mesure, en fait, les gens sont juste matrixés par bah, en fait, moi j'ai entendu que ça, et donc si tu fais pas comme ça, c'est mauvais, tu vois. Alors qu'il y a plein de manières de réussir et plein de manières de faire les choses correctement. Puis il y a aussi, bah, par exemple, si tu fais une série à l'échec, il y a tout ce que tu vas mettre autour qui va impacter. Si tu montes plus lourd, bah forcément le reste, tu vas adapter peut-être en mettant plus léger et plus polariser les choses, quoi. Ouais. Ok, on passe à l'étape 2, enfin à l'étape 2, à la partie 2, qui est le petit contexte athlète. Est-ce que tu veux commencer encore ou pas? Non, là j'ai pas. Tu n'as pas à chercher? Moi j'ai un truc, je sais pas si ça correspond vraiment à ce que tu veux parler, mais je peux énoncer mon truc et on voit. C'est hyper spécial, du coup je sais pas si ça aura du sens, mais qu'est-ce que vous feriez si un athlète arrive pas à se placer à cause de sensations qu'il a à niveau musculaire, mais c'est ni des douleurs, ni une blessure. En gros, il n'y a aucun problème, tu vois, sur le papier, il n'y a aucun problème, mais il y a quand même un truc qui le gêne et du coup, il n'arrive pas à tirer, tu vois. Par exemple, au terre, il a la sensation que ses ischios sont raides, mais tu vois, après avoir fait des tests et tout, il a quand même de la mobilité, il a pas mal en faisant tel ou tel exercice, mais à cause de cette sensation qu'il a, il n'arrive pas à se placer et du coup, il n'arrive pas à terre. Mais tu vois, même en ayant consulté un professionnel de santé et tout, sur le papier, il n'y a rien de particulier. Du coup, est-ce qu'au niveau de la programmation et tout, il y a des trucs qui vous viennent en tête pour permettre à un athlète de retrouver une dynamique sur un mouvement? Parce qu'il peut, mine de rien, pratiquer ce mouvement-là, tu vois. Il n'arrive juste pas à le faire. J'ai dit c'était un bourbier, hein, ma question. Bah, moi, je regarderais son placement pour être sûr, tu vois. Parce que là, tu me parles des ischios, c'est précisément ça ou c'était un exemple? C'est précisément ça, Ok. 100%. Bah, je pense la position du bassin, c'est un premier truc que je regarderais, tu vois. Mhm. Parce que souvent, c'est ça qui va impacter si oui ou non t'es pas dans une position optimale pour tirer correctement. Donc, j'aurais tendance à dire, ouais, de faire gaffe à vraiment bien placer le bassin. Et si la personne a toujours des sensations mauvaises, bah, c'est probablement que même si on voit pas, il est mal placé, tu vois. Donc, peut-être Bah le ouais, placer- en fait, le problème qu'il y a, c'est que les sensations sont au terre, ça l'embête au squat et au terre, mais plus au terre. Et en fait, c'est que ces sensations sont mauvaises parce qu'en fait, il est hyper mal placé parce qu'il est méga en avant, parce qu'il n'arrive pas à placer son bassin. Et vu qu'il est méga en avant, il n'arrive pas à tirer. Du coup, ces sensations sont mauvaises, tu vois. Mais du coup, pour réussir à le faire retrouver un bon feeling comme ça au terre, c'est un peu compliqué parce que mentalement, il y a ce truc de mes ischios ils collaborent pas, j'ai pas de force, tu vois, mais c'est un peu mental, j'ai l'impression, tu vois. Donc Bah, c'est- après, j'aurais juste à lui dire, les ischios au terre, c'est vraiment pas le muscle principal. oui, Tu l'utilises surtout quasiment pas. surtout donc, qu'on fait du sumo, tu vois, et ouais. il se sent mieux en tradi. Ouais. Allez. En fait, dans tous les cas, l'extension de hanche, Il est juste voilier. dans tous les cas, l'extension de hanche,
c'est grand majoritairement soit l'adducteur Magnus, soit les Mhm. fessiers. Genre les ischios, ça, je dis pas que ça intervient pas, mais c'est genre, c'est l'équivalent des épaules au bench, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah après, peut-être c'est juste une grosse appréhension mentale et Ouais, moi, essayer sur peut-être d'autres amplitudes pour introduire le mouvement, par exemple depuis des blocs ou des trucs comme Ah, des ça blocs, qui on n'a font pas que fait, ouais. bah, lui, il va peut-être pouvoir revenir petit à petit sur le mouvement et se rendre compte que dans telle ou telle amplitude, bah, il arrive à bien se placer Mhm. et du coup changer petit à petit pour revenir sur du comp et aussi bah, les charges. Peut-être t'as déjà dû essayer dans la progressivité, Ouais, ouais, repartir ouais. de très Après, très très c'était un bas. peu particulier parce que là, on avait une comp, on avait le Salentor Kermit, tu vois, donc on était en mode, faut qu'on arrive à avoir le meilleur niveau possible sans avoir trop de temps devant nous, tu vois. Donc on était en Ok. mode, on fait ce qu'on peut quand on peut, mais il faut qu'on soit quand même assez spécifique et tout. Et là, du coup, on repart sur une partie où, enfin, une période où on n'a pas de comp de prévu, donc on a le temps de tester de nouvelles choses, mettre une notion de progressivité qui est vraiment plus, bah, typiquement au terre, on a commencé le bloc avec genre un doublé à 170, son masque c'est 260, tu vois, et on est en mode, si on fait plus 10 chaque semaine, vas-y, dans 3 blocs on est bien, tu vois, parce que ça fait quand même 2 blocs qu'on galère. Donc en fait, ouais, il y a ça, et effectivement, la différence d'amplitude pour le placement pourrait être Et pas le mal. RDL? T'as essayé de Euh, faire du RDL avant oh, genre en mode ouais, s'il les tire de fou ses ischios avant bah qu'il s'accélère. dis-toi, j'ai fait un ramp-up en tradi avant de faire un top 7 en sumo, tu vois. Et ça allait pas mal. Et il y a des jours où il préférait commencer par le sumo et finir par le tradi. En fait, c'était hyper. C'était vraiment en dents de scie, tu vois. On a essayé de faire du RDL avant le squat, avant le terre. En vrai, ça aide, on le fait quasiment tout le temps. Il y avait aussi ce truc-là de on fait du sumo avant de faire du tradi avant de faire du sumo pour que ils prennent un peu l'habitude de placer ses hanches, d'avoir les hanches hautes et tout. Et du coup, ça allait quand même mieux sur le sumo. Il y a des jours où, typiquement, sans faire le tradi avant, il décollait pas de 170, alors que vraiment son max c'est 260, 270 même. Et quand il faisait un petit peu de tradi avant, ça allait, on pouvait faire un top 7 à 210, 220, tu vois, c'était cool. C'était assez particulier quand même parce que sur le papier, il n'y a pas de réel problème, tu vois. Et du coup, c'était pour ça que relancer une dynamique dans ce cas-là, même pour l'athlète, c'est assez compliqué parce que lui, dans sa tête, il est en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois, je comprends Ouais. pas et tout. Donc, Et t'as essayé de le faire DL avec un drop? Parce que tu sais, en théorie, si du coup il a la pointe de ouais, pied qui non, est un on peu n'a pas plus fait vers ça. l'avant, bah il étire moins ses ischios. Mm. Peut-être que genre juste le fait tu sais, de lui dire bah mets un drop pour Ouais, voir, ouais. ça l'aiderait. Alors pas un truc de fou, hein, sinon il va être totalement sur l'avant, mais tu Mhm. vois. Ouais, ça peut. Intéressant. En fait c'est juste que oui, si c'est mental, bon bah faut trouver pourquoi, Mhm. mais après si ça se répète tant que ça, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment mental ou pas, et dans ce cas, dans tous les cas il faut essayer de faire quelque chose. Tu vois. Ouais, C'est-à-dire je que suis même si d'accord. ce que tu fais c'est que du placebo, faut le faire quoi. De ouf. En fait, il a peur de se claquer l'ischio à 170 ou. Il arrive juste pas à mettre de la force quoi. Il a l'impression que ses ischios ne produisent pas pas de générer. force. Par contre, il fait du RDL à 140, tu vois. Donc j'ai dit, si, tes ischios arrivent à produire de la force. T'arrives juste pas à te placer correctement pour être bien et pour tirer. Mais t'arrives à produire de la force parce que sur les renforts et tout, il y a aucun problème. C'est sur les mouvements spécifiques. Donc ouais, c'est pour ça que c'est Intéressant. Moi je pense il y a des pistes là que vous m'avez dit, donc il y a des trucs assez intéressants, je pense. Moi je pense après c'est-à-dire que c'est technique quoi. Ouais. Si tu me dis qu'il Moi, est sur je pense l'avant, que c'est c'est ça, il est sur l'avant, juste il peut pas pousser et du coup il identifie les ischios comme le problème, mais en réalité c'est juste que bah Moi, je pense que c'est technique. Il se dit, mes ischios sont raides, donc j'arrive pas à me hinge, donc je me hinge pas, donc je suis en avant et donc j'arrive pas à faire du terre, par exemple, tu vois. mhm. Alors que si tu fais des tests entre guillemets de raideur d'ischio, les ischios sont carrés, tu vois. Ouais, Donc je pense voilà. qu'il est rentré dans un mauvais pattern technique et qu'il faut arriver Ouais, à c'est galère de retrouver cette dynamique-là. prendre technique, tu le vois. recul. Ouais. Bah, maintenant, il n'y a plus de compte, donc je pense que ce sera le cas, tu vois. Mhm. Vraiment prendre le temps de réintroduire le mouvement tout doucement, je pense, et Ouais, je suis d'accord. ça va revenir. Ouais. C'est vrai que c'est drôle, j'avais en fait c'est drôle parce que j'avais jamais trop entendu ce truc là et ça c'est comme s'il se le mettait dans un cercle un peu vicieux lui-même, tu vois. Première fois que. Mais ouais, je suis d'accord, c'est sûr qu'il y a des trucs à faire de ce côté-là. Peut-être même lui enlever le mouvement pendant un petit moment pour qu'il ait le temps justement tu sais, de pas de te déshabituer de ce qu'il a l'habitude de faire mal, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'ai fait après la comp, c'est que, tu vois, pendant la comp, enfin pendant la prépa, j'étais en mode, tu vas faire entre guillemets ce que je te dis de faire, parce que je sais qu'au moins ça va nous permettre d'avoir le minimum requis, entre guillemets, même s'il n'y avait pas de minimum requis, tu vois. Et là, par contre, après la comp, tu vois, je lui ai dit, dis-moi vraiment ce que tu as l'impression que tu devrais faire. Même, je lui ai dit, même si ça paraît con, dis-moi juste l'impression que tu as. Qu'est-ce que selon toi tu devrais faire pour que ça aille mieux, tu vois. Et j'ai pris ce qu'il m'a dit, j'ai pris en compte ce que moi je pensais, je vais prendre en compte ce que vous m'avez dit, tu vois, et ben on va relancer le truc comme ça, tu vois. Mais on en est arrivé à un point où, tu vois, où j'étais en mode, là, même toi, ton avis, il compte à mort, parce que tes sensations sont tellement personnelles et c'est assez compliqué de se mettre à ta place que faut que tu me dises le plus de trucs, tu Après, vois. t'es sûr que c'est vraiment les ischios aussi?
Genre, Non, pas il sait forcément. il sait ce que c'est les ischios, le Ouais, muscle ouais, et tout. il sait quand même. Et Mais en fait, c'est mi-ischio, ça commence à aller vers les adducteurs, ouais, etc., bah voilà, etc., c'est tu ça vois. aussi, tu vois. Donc, je pense que le sumo a une part de responsabilité pour ça, Parce mais il y a que aussi le squat. Et je pense que quand il fait du terre après du squat, c'est plus compliqué, etc. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. ouais, Il y a plein de parce que facteurs, mais. la portion longue des. Enfin, il y a deux portions qui sont des ischios qui sont extenseurs de la hanche. Mm. Et donc, c'est compliqué de les dissocier des adducteurs, des fessiers. Enfin, Ouais, de ouf. il y a tellement de petits muscles à ce moment-là qui ont un intérêt dans Et que l'extension de hanche. surtout, son feeling, c'est, à part être un peu raide, comme on peut tous se sentir après avoir fait un gros squat ou un gros terre, il n'y a rien de particulier, tu vois. Pas de gêne, pas de douleur, pas de. Une énigme. Moi, j'en ai un. Du coup, le truc que je me disais, c'est dans le cas où, imaginons, genre, t'as un bloc qui est prévu et tout, t'as un athlète qui, genre, imaginons, son bloc dure 4 semaines, en semaine 3 genre, vraiment, il se chie dessus, entre guillemets. Genre, tout ce qui se passe, ça se passe vraiment pas bien, etc. Mais son bloc dure 5 semaines. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes plus d'avis, genre, j'arrête le bloc et j'en reprends un, ou je continue, j'essaie de comprendre pourquoi ça allait pas? Euh, Comment est-ce que vous identifiez si, parce que je pense que en fonction de pourquoi est-ce que l'entraînement s'est mal passé, ça va dépendre de si ou non vous voulez qu'on continue le bloc. Donc c'est quoi un peu votre façon de réfléchir à ça? Là, ta problématique, c'est vraiment le problème vient de l'entraînement. C'est pas il est tombé malade ou quoi. Ah non, 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 C'est ça s'est non, mal passé dans le ouais. bloc et donc ouais, c'est intéressant parce que souvent c'est bon, je suis malade donc on coupe le bloc et basta. Après, il faut voir aussi si c'est sur tous les mouvements où Mhm. ça fait ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un exemple concret que je vous donne, hein, c'est juste en gros comment est-ce que quel process vous utiliserez pour savoir si oui ou non vous devez continuer le bloc ou pas? Ouais, bah moi j'aurais tendance à essayer de savoir si, comme tu as dit, si vraiment c'est mental et que du coup il estime ne pas avoir les ressources mentales, enfin il n'a pas les ressources mentales pour continuer, ou alors si c'est physique entre guillemets, tu vois, parce que parfois mentalement tu peux te dire ah j'ai ça à faire à la fin de la semaine, je suis fatigué donc je vais pas y arriver parce que j'ai beaucoup de fatigue, etc. Et en fait tu te mets un peu des bâtons dans les roues, mais moi j'essaierai de savoir si indépendamment de l'aspect mental, est-ce que l'athlète est capable de le faire ou pas en fonction de comment s'est passé le bloc, la dynamique et tout. Si oui, moi j'aurais tendance à continuer le bloc, mais à contourner un petit peu ce qui pose problème, tu vois, en faisant un petit pas en arrière. Si par exemple c'était, je sais pas, un format avec une charge fixe et que je sens qu'il y a trop d'appréhension ou quoi, bah je dis on peut faire moins que prévu, c'est pas grave, et on peut se rattraper la semaine pro, tu vois, par exemple, je sais pas, tu dois faire un format à 200 kilos, bah fais-le à 192, et peut-être que la semaine pro, tu seras capable de le faire à 205, tu vois, alors que si tu t'étais forcé à le faire à 200, peut-être que tu aurais raté, et là, ça aurait été problématique, parce que là, on n'aurait peut-être pas pu continuer le bloc, tu vois. Donc si on a encore des ressources physiques, entre guillemets, et que la dynamique du bloc, elle est présente, malgré le fait qu'il y ait de l'appréhension et tout, j'aurais tendance à essayer de contourner le truc, trouver une solution pour continuer. Mais si par exemple, c'est genre ouais, j'ai un truc à faire, mais je suis tellement éclaté que je sais que ça va pas le faire et que ça fait 3 jours que l'athlète il me parle de cette séance ou quoi, et je suis en mode bon, bah peut-être que là, c'est pas utile parce qu'il y a peut-être plus de risques que de bénéfices à avoir, tu vois. Mais ce cas-là, pour moi, il est très très rare. Parce que du coup dans l'exemple que j'avais, parce que je voulais pas vous le dire tout de suite pour voir ce qu'il en était, en gros je pense que ce qui s'est passé, tout ce que j'ai compris, c'est la personne a enfin, le début du blog se passait bien, et il y a un moment où peut-être ça se passait tellement bien qu'elle a voulu, entre guillemets, forcer un peu trop vite les choses, et Ouais. du coup, ça a fait un enchaînement de 2 3 séances, pas folles, pas dégueu non plus pour autant, mais pas folles, et elle avait du mal à se projeter sur, tu vois, garder ce rythme au fur et à mesure du bloc. Ok. Ok. Bah, moi, ouais, je pense que je ferais comme tu as dit, repartir d'un peu plus bas, enlever par exemple des charges si c'est des charges fixes, peut-être enlever un RPE sur quelques séances et essayer de revenir dans la bonne dynamique et Mhm. continuer le bloc pour arriver là où on avait fixé d'être, quoi. Moi, le problème que j'avais à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'était encore le début du bloc. Je crois que c'était vraiment la semaine 2 et le bloc durait que 5 semaines. Et je me suis dit, si en gros, de ce stade-là, on repart sur un nouveau bloc, il y a de grandes chances que le mec soit désentraîné parce qu'au final, il aura fait que 2 semaines légères et il va repartir sur 2 semaines encore assez légères vu que c'est 2 semaines du bloc. Et du coup, je me disais, s'arrêter là et pas faire les 3 dernières semaines, je pense que ça va être vraiment pas ouf et ça va être une perte de temps au final que de faire ça. Et donc, du coup, bah, effectivement, on a continué le bloc et au final, on a quasiment rien changé. Je pense que la personne, elle s'était juste mis la pression de fou par rapport au début de bloc qu'elle a fait. Et du coup, elle s'était dit, genre, il faut absolument que je fasse ça, ça, ça. Et en reprenant juste les choses, genre, en laissant les choses se faire dans l'ordre, parce qu'il y avait quasiment pas de charge fixe, donc au final, elle pouvait juste décider de ce qu'elle mettait, bah, ça s'est bien passé. Mais je pense que ouais, ce qui est complexe, c'est où est-ce que tu en es dans le bloc, et du coup, de qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu vas faire après. Et là, en l'occurrence, si tu es en fin de bloc, et, bah, par exemple, tu hésites à prolonger la dernière semaine, mais que tu as déjà fait 4 semaines sur 5, je trouve que c'est pas forcément déconnant de en prendre un bloc. Mais quand en semaine 1 ou en semaine 2,
Au final, tu viens de faire 1-2 semaines tranquille, tu refais 1-2 semaines tranquille, tu vas probablement t'entraîner techniquement, etc. Enfin, et surtout, je pense que après, c'est un échappatoire, c'est-à-dire qu'en gros, tu commences toujours ton bloc très haut, et si ça se passe mal, oh, c'est pas grave, je recommence un bloc. Du coup, tu te laisses le choix de louper ton bloc et de recommencer, tu vois. Bah, je suis totalement d'accord. Et en plus, comment dire, si c'était pas dans le cadre programmation, si c'est dans le cadre blessure, douleur ou maladie ou quoi, on va dire que là-dessus, je suis pas attaché comment dire, au format des blocs. Je veux dire, si j'avais prévu 5 semaines, mais qu'il faut le couper parce que le mec est malade ou quoi, je m'en fiche. Je suis pas en mode ah bah non, j'avais prévu les 6 prochains mois, etc. Tu vois. Mais là, avec en plus l'expérience, et j'essaie de penser à 2-3 athlètes que j'ai, oui, moi dans ce cas-là, je continuerai le bloc. Quitte à faire, typiquement, si c'est sa séance principale sur lequel il a crash ou sur lequel il a peur, admettons, il a squat 200 en semaine 2 et c'était trop, bah, la semaine prochaine, fait 190 ou 192, tu vois. Mais je garderai cette dynamique-là pour éviter, comme vous avez dit juste avant, les 2 semaines légères, puis on repart sur du léger. Et ça me fait penser à mon sujet que je vais dire après, du coup. Après, ça dépend de l'athlète, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire t'as fait le caïd semaine 1, assume. Tu vois. Non, ça m'arrive plus souvent que ça. Bah, j'ai ce matin, par exemple, je crois que c'est genre début de deuxième semaine de bloc. Ça fait un PR sur un format au squat. Et je suis en mode, tu devais être RPE8, t'es quand même un petit peu plus. Là, ce que t'as fait, parce que tu te sens bien et tout, bah, si on veut garder les choses comme elles devraient l'être, tu finis ton bloc avec un x5 à plus 10, plus 15. Donc, c'est-à-dire que tu fais PR plus 15 sur un format en un bloc. C'est énorme, mais tu as voulu commencer comme ça. Sur ton retour, t'es comme un fou. Donc, Thomas. non. Oh non, Thomas, frère, Thomas, il est fatigué en ce moment. Mais t'inquiète. Mais non, et du coup, je suis en mode, me dis pas dans 2 semaines, le x4 de la semaine dernière, il m'a tué, donc j'ai mis moins lourd cette semaine, tu vois. Mais c'est dans des cas hyper précis, dans des athlètes avec lesquels je sais que je peux aller vers cette direction-là. Tu peux les pousser, Voilà, c'est ça. Mais dans certains cas, je pense que ça peut aider aussi. Et il y a déjà eu des. Bah, typiquement, on avait pris l'exemple d'Aurélien parce qu'il y avait une compétition. On était en mode, on a fait les fous dès le début. Ben, on commence et il y avait un peu d'appréhension probablement sur ces séances-là. Tu vois, lui-même, il me disait, est-ce que ça va pas être trop, etc., etc. Et ça s'est vraiment bien terminé, mais c'est sur des profils assez particuliers, tu vois. Ouais, puis peut-être aussi là, le coach, il peut avoir un intérêt là de débloquer mentalement en disant moi, si je te mets ça, c'est que tu peux le faire et que tu es capable de le faire à tel RPE aussi facilement. Donc, je pense que le coach, il peut motiver l'athlète aussi à continuer le bloc derrière. Bah, moi, mon sujet, enfin en tout cas, mon sujet d'athlète, ça rejoint un petit peu ça, mais c'est un exemple où c'est un athlète qui est assez proactif et qui avait une compétition, mais déjà avant cette compétition, qui n'était pas très importante pour lui, prévoyait les championnats de France junior et m'avait fait un plan de je vais faire X blocs avec X semaines, il y aura un deload entre de temps de séance, il y aura un taper, machin. Et moi j'avais dit ok, déjà fais ta comp. Et dans ma tête, j'étais persuadé que le plan ne tiendrait pas. Parce que pour moi, c'est trop beau, les trucs de on prévoit sur 6 mois, etc., comme je l'ai dit avant. Mais j'avais dit, ok, je prends en compte ce que tu m'as dit. 3 semaines après la comp, mort totale, il a mal aux hanches, aux adducteurs, je sais pas quoi. Et du coup, à ce moment-là, on avait fait peut-être 3-4 semaines de bloc, et c'est après le bloc post-comp où ça allait pas. Du coup, on met en place une semaine de deload, sauf que après la semaine de deload, bah, j'allais pas repartir sur un bloc où il allait être encore plus léger parce qu'à ce moment-là, ça allait mieux. Du coup, bah, j'ai pris son bloc de semaine de deload et je lui ai dit, moi, je veux avoir tes sensations après chaque séance, après chaque semaine. Et avec cet athlète-là, j'avais décidé de faire, de presque raisonner en micro-cycle en fait. C'était toutes les semaines, je te fais un bloc. Enfin, toutes les semaines, je te fais une semaine. Jusqu'au moment où, en fait, ça a duré 2 semaines. J'ai fait son deload. J'ai fait juste une semaine après pour adapter avec les charges, etc. Et après, j'ai terminé 2 semaines. J'ai fait 2 semaines pour que ça fasse un ensemble de 4 semaines qui était cohérent, quoi. Ok. Et donc, voilà. Et du coup, t'as fait ça pour pas qu'il sache ce qu'il avait à faire à la fin, au début ou... Un petit peu, ouais. Ouais. En gros, c'était pour pas qu'ils se disent que on va repartir sur un truc léger ou pour pas qu'ils se disent putain, en semaine 4, je dois faire ça alors Donc, il faut que je que sois j'étais là. sur un deload, Ok. alors qu'il en était complètement capable et qu'en fait, juste en lui faisant semaine par semaine, bah, je suis persuadé qu'il y a la composante mentale qui a fait qu'il avait de moins en moins mal. Parce qu'en fait, on n'a pas fait franchement Ouais. grand-chose pour qu'il ait moins mal, à part baisser des RPE, augmenter des pourcentages de back-off. Et ces douleurs de
c'était beaucoup. C'était genre 6 sur 10, sont passés à 1 sur 10 Ouais. en une semaine, quoi. Après, des fois aussi, c'est juste ça, c'est qu'en fait, quand t'as mal, tu te dis, ah ouais, j'ai déjà mal à ça, et alors que je dois faire 3 fois plus dans 3 semaines, sauf qu'en fait, tout n'est pas linéaire. Mm. Tu peux très bien avoir mal sans avoir trop de raison d'avoir mal. Si une douleur non spécifique, elle peut partir comme elle est venue, et au final, en t'entraînant plus, tu peux avoir moins mal, tu vois. Moi, je prends l'exemple de mes douleurs ont jamais été aussi basses depuis que je m'entraîne autant. Alors que Ouais. dans toute logique, ça devrait être totalement l'inverse, tu vois. Mais tout n'est pas toujours logique, surtout par rapport à ça, parce qu'il y a plein de choses qui vont faire que peut-être dans un moment particulier de ta vie, tu as accumulé un peu trop de stress précisément à ce moment-là, et dans 2 jours, tu n'auras plus rien, alors que ça fait plusieurs séances que tu as extrêmement mal à cet endroit-là, tu vois. Donc voilà. Ok. Ok. Du coup, à moi. Moi, j'avais un problème avec un athlète. Il y avait un jour de la semaine où on essayait d'avoir un deadlift principal. Et à chaque fois, il se sentait mal sur celui-ci. Et au contraire, sur le deadlift secondaire, il se sentait vraiment bien. Et parce que c'était des charges plutôt légers. Mais en termes de RPE et de vitesse, c'était tout le temps super bien ça. Et à chaque fois, sur le SBD, il se sentait cramé au deadlift. Est-ce que vous avez des trucs qui vous sont arrivés comme ça, ou genre le jour où il y a moins besoin de performer, il se sentait vraiment bien, et le jour principal un peu moins bien, et comment vous pouvez gérer le truc? Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps en plus. Et en fait, ça s'est installé un petit peu au fil des semaines, dans le sens où il a fallu que pendant une semaine ou 3 séances de deadlift, tu vois, le jour principal, il est pas en forme. Du coup, bah, tu vois, par exemple, sur un single à 7, au lieu de mettre 2,40, il met 2,15, tu vois. Du coup, sur ce jour-là, il a l'impression qu'il est pas en forme, mais du coup, 2,15 au lieu de 2,40, bah, ça le stresse beaucoup moins, tu vois. Du coup, sur la séance d'après, le mercredi, qui est censé être sa séance un peu de volume et tout, il se sent bien parce que ce qu'il a fait le samedi, à savoir un single à 2,15, ne l'a pas trop fatigué, donc il est en forme le jour d'après. Du coup, sur ce jour-là d'après où il a des variations, il se la donne parce qu'il est en forme. Du coup, il me fait un gros triplé en pause, tu vois. Sauf que ce triplé en pause-là le fatigue pour le SBD du samedi. Du coup, le SBD du samedi, bah, il met des charges un petit peu plus basses. Et du coup, ce qui fait que le mercredi, en fait, il avait switch inconsciemment ses jours principaux parce que à force d'être conservateur le samedi, parce que dans sa tête il est fatigué, en fait, il se reposait le samedi et le mercredi, il arrivait, il était tout en forme. Du coup, il était en mode oh, je suis content, je suis en forme, donc je vais en profiter. Et il faisait un gros truc. Et surtout qu'il il se mettait moins la pression parce que jour secondaire, c'est un triplé en pause. Bon, c'est pas très grave si je fais ça. Alors que jour principal, j'ai un single RPE entre 6 et 8 par exemple. Et bah, ça va se dire oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Du coup, bah, le combo de ça, combiné sur 3 semaines, fait que le mercredi, il était en méga forme et le samedi, il était éclaté. Et en fait, du coup, je lui ai fait prendre conscience de ça. Et il s'en était pas rendu compte, tu vois. Il était en mode ah ouais, c'est vrai. Et du coup, je lui ai juste dit, entre guillemets, la manière simple, selon moi, c'était de rééquilibrer ça facilement, dans le sens où il va falloir enchaîner 2 séances assez dures. Dans le sens où mercredi, là, tu es en forme, samedi, tu seras pas en forme, mais vas-y, essaye de bien envoyer. Comme ça, mercredi, tu seras fatigué et tu vas te réguler comme ça. Et ça va fonctionner. Ok. Aussi simple que cela puisse paraître. Ouais. En tout Ouais. cas, c'est le truc que j'ai il y a pas longtemps. Parce que moi. moi, pour le coup, je lui avais mis du coup des charges fixes. Je lui avais imposé des charges. Et bah là, ça faisait 2 mois où c'était comme ça. Genre, on a fini à deadlift. Je crois le bloc, il a fini sur un doublé à 170. Et je crois au terre, on a refait un doublé à 165. Tu vois, il a fini à deadlift moins. Donc c'était vraiment le coup où genre, il y avait un blocage que j'arrivais pas du tout à identifier, tu vois. Ouais, je pense que comme tu disais, soit tu capes une séance où tu fais en sorte justement qu'elle descende pour que l'autre soit plus en forme, ou soit faut comprendre, parce qu'en fait, peut-être que c'est la logique inverse, peut-être qu'il est désentraîné quand il arrive sur son SBD, tu vois. Peut-être qu'il a besoin de plus de volume sur son jour secondaire pour au final être mieux sur son jour principal. Et après aussi, il faut voir le contexte de la séance, parce que son jour principal, il fait quoi avant? S'il fait enfin tu vois, s'il fait beaucoup de volume sur les 2 mouvements squat bench, alors que sur ta séance secondaire, il arrive et c'est son premier mouvement haltère, pas forcément. Il serait peut-être plus fatigué en arrivant au terre sur la séance principale que la séance secondaire, et donc ça peut jouer aussi sur ce qu'il met sur la barre, je pense. Moi, je pense que c'est clairement. Ouais, c'est peut-être dû à ça aussi, ouais. Mais en théorie, c'est pas censé être aussi différent parce que, enfin, encore une fois, c'est censé être adapté au fait de faire un SBD, tu vois. Donc, à moins qu'il ait genre 12 séries de squat, 12 séries de bench et qu'après il commence le terre, je pense pas que ce soit suffisant pour justifier du fait qu'il soit vraiment moins bon sur. Non, il avait un top set au squat. Ouais, donc c'est vraiment exagéré, je pense. Mais après, faut voir, est-ce que du coup, il était pas trop haut en intensité sur le top 7 avant et du coup, au final, il était fatigué ou pas forcément content de sa séance et du coup, ça le met pas dans un bon mood. Non, pour le coup, le squat se passait vraiment bien. Et pareil, tu vois, il y avait une progressivité. Et en fait, on a fini par, au début, mettre exactement les mêmes charges. Squat bench, et à chaque fois, enfin, squat terre, pardon. Et à chaque fois, le terre était plus haut en termes de RPE que le squat. Ok. Donc, du coup, pour le moment, là, on en est sur un nouveau bloc. J'ai essayé de changer, switcher les jours, voir si on peut arriver à franchir un cap sur le deadlift pour pouvoir réintroduire
sur le jour principal, quoi. Mais ouais, c'est ça, après tu peux juste switch les jours et lui dire que ton jour principal, enfin en gros tu prends ton format du jour principal, tu mets sur le jour secondaire et vice versa et voir si ça correspond encore ou si c'est du coup, enfin tu pourras identifier si c'est la séance avant le top 7 le problème ou si c'est juste qu'il est plus en forme ce jour-là de manière récurrente quoi. Ouais, moi j'avais fait ça avec un athlète. Il avait SBD principal le samedi, je crois. Oui. Et il avait du coup un terre secondaire genre le mercredi ou le jeudi. Et il m'avait demandé de switch que le terre. Parce que lui aussi c'était une question de ce qu'il y avait avant la séance, mais d'environnement. Parce qu'en gros, quand il arrivait à la fin de sa séance du SBD principal, il n'y avait plus personne à la salle. Du coup, il était absolument plus motivé pour faire son terre. Et alors que l'autre jour, il y avait du monde. Et donc, quand il faisait sa séance, son deadlift principal sur le jour où il y avait du monde, ça se passait mieux. Ok. Donc voilà. Mais il y avait aussi ce qui se passait avant qui jouait beaucoup, quoi. Je pense qu'on est bon. Oui. Ouais. Du coup, on va passer sur la petite phase 3 qu'on a rajoutée pour ce podcast-là. Donc, en gros, pour ceux qui ne savent pas, on s'est abonné à Mass, la revue scientifique. Et Loïc a checké il n'y a pas longtemps. Apparemment, il y a un article grave intéressant qui est sorti. Et du coup, le but, c'est juste qu'on partage l'article avec vous et qu'on en débatte ici pour qu'on dise ce qu'on en pense et où les applications que ça peut avoir directement dans l'entraînement du coup de force. Du coup, je l'avais préparé pour que ça soit mon sujet. Donc, je peux le tourner un petit peu comme. En fait, je l'avais un peu tourné comme des questions. Ok. Auxquelles vous pourriez répondre. Donc, en gros, l'article, c'était une question. C'était Do advanced lifters need more volume? Donc, est-ce que les athlètes avancés en power ont besoin de plus de volume? Et donc, déjà, il se posait la question de qu'est-ce qu'on appelle volume? Donc, là, si je vous demande le volume, pour vous, c'est quoi? Le nombre de séries. Enfin, si on veut être précis, pour moi, c'est le nombre de séries avec un RPE significatif. Si on prend le tonnage pur, je trouve que c'est pas la meilleure manière de mesurer le volume, mais après, ça dépend toujours de dans quel contexte tu le mets. Mais oui, pour moi, c'est en gros tout ce qui est au-dessus d'RPE 5-6 par mouvement, le nombre de séries que tu vas faire avec ce RPE-là par semaine, quoi. Ouais, j'aurais dit ça aussi, série effective par semaine. Donc, pas compris les chauffes, les montées de gamme, etc. etc. Ouais, je pense aussi, le volume, il faut bien prendre en compte les RPE et de toute façon, un triplé, on va dire RPE 9 ou un x6 RPE 5, c'est pas du tout le même volume effectif, quoi. Enfin, la même fatigue que ça engendre. Ouais, du coup, en fait, eux, ils commençaient en disant ce qu'on appelle volume, c'est le nombre de séries effectives. Et parce qu'ils expliquaient qu'avant, on calculait le volume en tonnage, en fait, Ouais, série ouais. fois rep fois charge. Sauf que tu te rends compte que déjà, un homme et une femme, ça va varier beaucoup. Le tonnage que tu vas avoir sur tes jambes par rapport à tes biceps, ça va varier beaucoup. Donc maintenant, on raisonne en termes de séries effectives. On n'est pas les gros boomers, alors. Donc déjà, c'est une bonne base. Et après aussi, tout bêtement, il disait qu'il faut savoir identifier ce que c'est qu'un powerlifter avancé, ou en tout cas un athlète avancé. Donc là, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un athlète avancé? Pour moi, c'est pas une Assez question simplement. pour moi, c'est pas une question de niveau, c'est une question d'expérience. J'aurais tendance à dire que c'est le plus logique parce que t'as un potentiel génétique qui est pas forcément en rapport avec le niveau, mais avec l'expérience que t'as dans le sport et les années d'entraînement sérieuses, quoi. Parce qu'il y a s'entraîner, enfin, on voit tous ces mecs qui s'entraînaient pendant 10 ans, mais ils allaient une fois à la salle et puis après ils allaient plus pendant 3 semaines, machin. Donc en gros, c'est les années d'entraînement sérieuses dans lesquelles tu avais vraiment comme volonté de progresser, je pense. Mais du coup, tu arriveras à quantifier en termes d'années? Combien de temps? Moi En combien de temps tu deviens avancé, tu vois? En combien d'années? Je dirais 5 ans, je pense. Ouais, moi j'aurais dit 5. J'aurais dit à partir de genre 5 saisons, tu vois. 5 années où tu fais quand même des compes et tout. Je pense qu'à partir de là, t'es quand même relativement avancé. J'aurais Ouais, tendance entre à dire 5 et 7, ça. je pense. J'aurais dit ça aussi, je pense. Perso. Ouais, j'aurais dit pareil, à peu près 5-6 ans, tu deviens un athlète avancé. Du coup, eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'il ne faut pas prendre la performance en elle-même, donc ça, c'est ce que tu avais dit au début, mais c'est surtout la proximité avec le potentiel maximal de l'athlète. Donc, oui, voilà. Oui, c'est en gros à quel point il est proche de sa limite, quoi. Après, ça, c'est quand même difficilement quantifiable, quoi. De fou. Et donc après, là, on va plus partir sur une discussion que sur un question-réponse, mais a-t-on forcément besoin d'augmenter le volume? Sachant que l'étude était un peu divisée en si on est débutant, du coup, ou si on a avancé, et faisait la différence de, dans le cadre d'un débutant, comment ça se passe, si on augmente le volume, qu'est-ce qui se passe, si on n'augmente pas. Dans le cas d'un athlète avancé, comment on fait et ce qu'il faut le faire. Je pense que pour un débutant, augmenter le volume, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont fonctionner et peut-être que le faire trop tôt même, c'est un peu cramer tes cartes alors que tu vas devoir te retrouver à faire des séries, des séances de fou par la fin parce que du coup tu deviens un peu inhibé.
Et je pense que pour amener de la progression, quand tu es avancé, c'est plus logique de rajouter du volume. Mais ça, c'est mon expérience à moi. Et je suis pas sûr que l'étude dise forcément la même chose. Je me demande si elle dit pas même l'inverse, tu vois. Ouais, en fait, Euh, je suis d'accord, mais moi, tout simplement, j'aurais tendance à dire, pour devenir plus fort, ton corps doit s'adapter aux contraintes que tu lui infliges. Et lorsque ton corps va s'adapter à une contrainte, c'est-à-dire que bah, au bout de, par exemple, en faisant 5 séries, si tu fais 5 séries pendant un certain temps, ton corps va s'adapter, donc il aura besoin de plus de séries pour progresser. Si tu prends purement et simplement le principe de l'hypertrophie, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. tu vois. Donc Mais si après- tu l'appliques de manière un peu bête, ça peut avoir du sens. Mais comme tu l'as dit, ça m'étonnerait pas qu'ils disent aussi qu'il en faut moins parce qu'ils sont plus avancés, ils ont besoin de moins pratiquer aussi, Bah, tu je vois. pense que Enfin, la différence, en fait, c'est que là, du coup, faut se rappeler qu'on calcule le volume pas en tonnage. mhm. Donc, entre faire 5 séries au début de ta carrière quand tu squattes 100 kilos et 5 séries quand tu en squattes 300, Oui, c'est pour... ça n'a ouais, pas ouais. le même impact non plus. Oui, mais c'est pour ça que tu dis que un débutant n'a pas besoin forcément de faire plus de volume parce que Il il va part, faire plus de- il part de zéro, donc faire 2 séries par exemple va pouvoir Ouais, lui ouais. apporter des adaptations. Mais quand tu es avancé, si tu continues de progresser en termes de charge absolue, tu vas aussi rajouter du tonnage. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, chaque Donc- unité de travail va être de plus en plus stressante si elle Mhm. est plus lourde. Donc le volume restera le même, mais l'intensité va augmenter. Mais Donc, l'intensité, du coup, donc tu vas adapter. Ouais. je Donc, pense dans une certaine ouais, mesure, ouais, c'est oui. vrai. Pour moi, l'étude, à mon avis, elle dit ça. Si je devais guess, à mon avis, elle dit que quand tu es avancé, tu n'as pas besoin Ouais, je suis d'augmenter le d'accord. volume pour progresser. Bah, je pense que du coup, pour amener un stimulus nouveau, ouais, il faut forcément augmenter le volume à terme, j'aurais dit, ouais. En gros, c'est un petit peu polarisé, mais le premier truc qu'ils disent, c'est que le débutant a besoin d'augmenter le volume pour progresser. Et après, ils disent qu'un powerlifter avancé pourra généralement progresser en améliorant la qualité des entraînements plutôt que la quantité, en fait. Et ils parlent aussi de tout ce qu'il y a autour. Typiquement, un powerlifter avancé pourra progresser en améliorant la qualité du sommeil, de la récupération, de l'alimentation, etc. Ils disent quand même que dans tous les sports, un athlète avancé a besoin de plus de volume qu'un athlète débutant, et qu'un athlète débutant peut progresser avec un très bas volume, à l'inverse d'un athlète avancé. Ouais. Ils disent que selon une étude, un powerlifter avancé va quasiment pas progresser avec 1 à 3 séries par semaine, contrairement à 3 à 9 séries. Ok. Donc en gros, ce que ça sous-entend, c'est que t'as pas besoin d'augmenter le volume pour progresser, pour continuer à progresser quand t'es fort, mais pour devenir fort, tu as besoin d'augmenter. Ouais. Du coup, à partir de quel moment tu es suffisamment fort pour ne plus avoir besoin d'augmenter le volume? Ouais. Après, faut voir encore l'étude, comment elle a été menée et Ah tout, ouais. tu vois, c'est pas forcément Sur quelle, une Bible, quoi. T'es pas obligé de on va dire l'écouter comme l'évangile, Mhm. mais... Non, bien sûr. Mais ça a quand même du sens. Mais du coup, ils disent que un débutant a besoin de beaucoup de volume pour progresser. Non, pas beaucoup. En fait, ils parlent De plus. Ouais, de plus. c'est un peu comme si tu recherchais la stagnation et que quand il stagne, bah, faut augmenter, tu vois, d'une certaine manière. C'est un peu comme ça que c'était tourné. C'est Fais un truc jusqu'à ce qu'il arrive, Ouais, voilà. il progresse plus, puis rajoute Mhm. dedans et ça va fonctionner, quoi. parce que il va progresser avec rien du tout, mais au bout d'un moment, ce rien du tout maximisé, tu pourras l'augmenter. parce Ouais, que bien ça fera sûr. pas beaucoup de base, tu vois. C'était la force des powerlifters compétitifs augmente en moyenne de 10% la première année, mais seulement de 10% supplémentaires les 9 prochaines années. Les 9 années d'après, pardon. En gros, ta première année de power, tu passes de 500 à 550 et après, plus compliqué les 9 prochaines années, quoi. Après, quand il dit compétitif, ça veut dire quoi? C'est ça. Mais du coup, ce qu'il disait, c'est que pour progresser, c'est mieux de mieux faire que de faire plus. Pour un avancé, ouais. Pour un avancé qui a déjà maximisé en gros le volume, oui. Bah, de toute façon, oui, de manière générale, si tu mets plus d'intention, plus de Bah, focus, tu c'est progresseras. c'est quoi. assez logique quand tu regardes un mec qui commence en power, s'il mange n'importe quoi, qui dort 6 heures par nuit, juste le fait de lui faire 4 bench au lieu de 2, il va progresser, tu vois. Alors qu'un athlète qui fait 4 bench par semaine avec, je sais pas, 5-6 séries à chaque séance, bah, ça va être plus compliqué Mhm. de progresser, quoi. Après, c'est une question de retour sur investissement. Mm. C'est qu'au début, t'entraîner plus, bah, vu que tu n'entraînes pas beaucoup, ça sera infiniment plus. Genre, quand tu passes de 1 à 4 séries, bah, tu fais 4 fois plus. Donc, forcément, ton retour sur investissement, il est énorme parce que tu passes de. C'est 4 fois plus. Alors que si tu as optimisé ce côté-là de l'entraînement et que tu es à 30 séries, par exemple, ce qui est quand même pas mal, mais que tu dors pas ou tu manges pas bien, en fait, optimiser ça, tu pars tellement de rien que tu vas pouvoir l'augmenter, enfin, tu vas pouvoir l'optimiser beaucoup plus. Tu vois. Si tu passes de ne pas manger tes protes à compter tes cales et manger tes protes, c'est peut-être une amélioration de 400% de l'efficacité de ta diète. Donc, c'est un peu la même chose. Plus tu vas investir dans un truc, et moins il va te rapporter.
parce que c'est le principe même des choses dans la vie, tu vois. Pour devenir bon à quelque chose, c'est facile, pour devenir très bon, c'est beaucoup plus dur, et plus tu veux devenir excellent dans le domaine dans lequel tu es, et plus ça va demander de faire beaucoup plus que ce que les autres ont fait pour y arriver là. Ok. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure, ce podcast. Numéro 10, et je te laisse faire l'outro. Eh ben, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire dans les commentaires. Oui. Si vous avez des questions, parce que du coup, le principe. Non, si vous avez des questions, posez-les parce qu'on y répondra du coup dans le prochain épisode. Likez et puis voilà. Puis voilà. À la prochaine. Puis regardez le prochain et le précédent aussi. Regardez-les tous.